Salut, salut, salut. Comment ça va les amis? En forme ou pas? Comment il est? Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui c'est jeudi 12/05. Ça fait quel mois ça? Ça fait le mois de mai, 12 mai 2022. Bah, j'espère que vous allez bien. Ah, salut à tous. Un petit peu de piano pour se détendre en ce matin en musique d'attente. Alors salut à toutes celles qui ont fait le petit coucou avant que j'arrive. Salut Caro, salut Olivia. Olivia, bah alors Olivia Dicre. Je t'ai jamais vu toi. Qui es-tu? Bienvenue à toi. Ça fait plaisir. Salut Amandine C5. Salut à toi aussi. Et salut à Maëléandra05. C'est bien, parce que c'est des pseudos que je vois pas souvent. Après, Caro, Loutre, Roulia13, Taïtiju, Aksubu et Laura. Et Laura sont là très souvent. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines que je vois pas régulièrement. Et c'est cool d'avoir des nouveaux, et c'est cool d'avoir toujours les fidèles, bien évidemment. Caro demande, est-ce qu'on va parler du survivalisme? Oui, Caro, on va parler. Donc il y a 4 thèmes ce matin. 4, c'est mieux comme ça. Voilà. Mais ça rentrait pas dans le titre. Donc ce matin, on va parler de la campagne. Faut-il tout accepter quand on vit à la campagne, comme j'ai mis dans le titre. On va parler des suicides à la poste. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai appris un truc de fou à la Poste, je connaissais pas. Je savais que la Poste, c'était une entreprise un peu particulière, mais alors là, vous allez voir. On va parler des manifestations en France, et on va parler aussi de cette famille de Français qui s'est suicidée en Suisse, Caro, donc on va parler du survivalisme. Ils se sont suicidés sur... voilà, c'était des familles, c'était des survivalistes, et donc ils ont tué leurs enfants, hein, parce que c'est les parents qui se sont suicidés avec leurs enfants. Ils ont sauté d'un balcon, enfin une affaire dégueulasse. Mais on va parler de ça. On va parler de ça et on va voir jusqu'où certains complotistes, survivalistes... Donnez-moi d'autres mots dans le chat. Tu sais, les gens qui ont peur de la fin du monde. Balancer plein de mots là comme ça, les gens qui croient qu'on va mourir demain. Merci Lolita, merci pour ton 15e mois d'abonnement, merci beaucoup. Bref, on va parler de 4 grands thèmes là. Voilà, tu disais tac tac. Et ça va être cool ce matin. Il est 9h58, donc en fait on est un peu en avance les gars. On est un peu en avance, mais on va quand même commencer, ok? Donc salut à tous ceux qui arrivent, ça fait plaisir, vous êtes là à l'heure. J'ai mis une petite story sur Insta. Ouais, hop, j'ai mis une petite story sur Insta. Je le fais pas à chaque fois que je fais des lives. Mais là, je l'ai fait, ouais, ma petite story. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est bien publié? Tiens, que je regarde. Oui, c'est bon, elle est publiée. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Voilà. Hop, elle a été vue. Et voilà. Et puis j'espère que... Ah bah, j'aime bien parce que je regarde qui c'est qui a vu ma story et ça me fait toujours rire. Les gens qui regardent tes stories sur Insta. Des fois, il y a des gens qui te regardent sur Insta. T'as envie de leur dire, mais pourquoi tu me suis, toi? Hein? Tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu regardes ce que je fais? Mais je te vois, toi, là. Je te vois, ton nom. Oh, salut, Fuertos. Eh, t'es là parce que t'as vu ma story? Roulia nous dit, ceux qui font des réserves de coquillettes, est-ce que c'est des survivalistes? Ça, Roulia, c'est drôle. C'est drôle. Fuertos, il nous dit collapsologue. Collapsologue, c'est un vrai mot, ça, collapsologue? Les gens qui ont peur de la fin du monde. Les platistes. Ah ouais, les platistes aussi, putain, les gens qui croient que la Terre est plate et tout. Bon, on va parler de tout ça, ok? Donc on va parler survivaliste. Il y a survivalisme et survivalisme, elle nous dit Caro. Et effectivement, comme le dit Aksubu, Caro, comme dans tout dans le monde, il y a des fous partout. Il y a des extrémistes partout, quelles que soient les causes ou les valeurs ou les idéologies qu'on a envie de défendre ou qu'on a juste en soi, pas forcément envie de défendre, mais qu'on a en soi, bah, il y a toujours un peu des gens extrémistes, voilà, comme l'a dit Aksubu. Extrémistes, c'est-à-dire qui vont trop loin, et là notamment, cette famille de survivalistes est allée un petit peu trop loin, vu qu'ils sont morts, bien évidemment, et qu'ils ont tué leurs enfants, mais bon, on va en reparler. Donc 4 grands thèmes, je voulais ouvrir sur la campagne, vraiment. La campagne, on va ouvrir là-dessus, ok? C'est vrai que Caro, il y aura beaucoup de suicides aujourd'hui. Après, suicides à la poste ne sont pas arrivés. C'est des employés de la poste qui pensent à se suicider pour une raison improbable, mais improbable, à laquelle je n'aurais jamais imaginé, ok?
Mais on va ouvrir sur la campagne. On est focus. Alors, faut-il tout accepter lorsqu'on vit à la campagne? Donc déjà, ça serait peut-être bien que je vous mette un petit sondage. Tac, tac. On se focus là-dessus, hein, d'accord? On ne dévie pas, hein. Ok, alors, faut-il tout accepter quand on vit à la campagne? Faut-il tout accepter? Et je vais vous expliquer le sondage, hein. Quand on vit à la campagne, voilà. Bon, je vais juste vous mettre un oui-non, hein. Oui-non, évidemment. Parce que là, il n'y a pas de grille, hein. C'est oui ou non, hein. Faut-il tout accepter quand on vit à la campagne? Commencez le sondage. Vous avez 5 minutes pour voter. Le sondage va apparaître en haut du chat, comme d'habitude, le chat Twitch. Le chat Twitch, c'est pas le chat qui est incrusté à l'image ici. Ça, c'est le chat que je mets pour les replays YouTube. Voilà, parce que ceux qui nous regardent sur YouTube, on peut leur faire un petit coucou. Et ben, ils ont ce chat-là qui apparaît et ils vous voient. Donc, vous allez en haut du chat Twitch, que vous pouvez activer avec votre petit doigt, tac, 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 votre petit doigt mouillé, ou pas mouillé. Et vous votez. Alors, faut-il accepter? C'est oui, non. Il n'y a pas de « ouais, non, mais peut-être, attends, tu vois, des fois, l'église, ça me saoule ». Non, c'est oui ou non. Faut-il tout accepter quand on vit à la campagne? Oui ou non? Bah, moi, évidemment, je vais voter. Hein, je vais mettre oui. Oh, putain, il y en a déjà 9 qui ont mis non. Oh, c'est choquant. Oh, c'est choquant. Bah, accepter. Faut-il tout accepter quand on vit à la campagne? Est-ce que tu dois accepter la campagne? Les bruits, les odeurs, les mouches... l'église, le tracteur, les agriculteurs qui travaillent jusqu'à 22h, les tracteurs qui passent dès 6h du matin devant chez toi, les routes qui sont peut-être moins entretenues qu'en ville, le fait que quand tu vis à la campagne, bah ouais, t'as pas de magasin, le fait que quand tu vis à la campagne, bah ouais, t'as le coq, ouais, t'as l'église, t'as les odeurs de fumier, t'as les épandages, t'as les effaroucheurs, t'as... je sais pas, qu'est-ce que t'as d'autre des fois, t'as pas que des tracteurs, mais t'as des espèces de machines énormes. T'as les camions qui viennent pour récupérer le lait, notamment, livrer les céréales. Bref, quand tu viens vivre à la campagne, est-ce qu'il faut que tu acceptes tout ça? Voilà. Donc les gens qui mettent non, attention, je vais vous en mettre une petite... D'accord? Ok? Faut-il tout accepter quand on vit à la campagne? Oui, j'accepte tout, ou non, j'accepte pas tout. La question est claire, non? Franchement... Ah... Franchement, les gars... Alors, donc... Franchement, comment vous pouvez comprendre l'inverse à ma phrase? Non, faut-il tout accepter quand on vit à la campagne? Faut-il tout accepter quand on vit à la campagne? Oui. Non. Bah oui, non, je sais pas. Je me suis mal exprimé, apparemment. À chaque fois que je fais des questions, vous dites que je les fais pas bien. Elle est bien, ma question, non? Non, je sais pas. Je crois qu'on s'est pas compris sur la question. Moi, j'aborderai le problème des chasseurs qui sont pour certains dangereux avec leurs balles qui arrivent dans le jardin. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est pas la campagne, ça. D'ailleurs, la chasse, c'est pas forcément quelque chose qui a lieu à la campagne, déjà, parce que la chasse, ça a lieu dans les forêts. Et que les forêts sont pas forcément à la campagne. Les forêts, des fois, maintenant, sont en bordure de lotissement, donc en périurbain. Donc là, je parle vraiment de la campagne. La vraie campagne, avec les vaches, avec les agriculteurs. Même si on peut retrouver maintenant beaucoup de lotissements qui sont construits proches d'exploitation agricole. Et justement, c'est de ça que j'ai envie de vous parler là. Donc, il y a un agriculteur qui a été condamné, écoutez-moi bien ça, il a été condamné à une amende de 102 000 € pour nuisance. Alors, je pense que vous avez tous entendu cette histoire du coq qui chante et qui a des riverains, des néo-ruraux. Donc des néo-ruraux, c'est les gens qui viennent d'arriver dans la ruralité. Nous, on est des néo-ruraux, par exemple. On vient de... On vient pas vraiment d'une grande ville, mais on vient de la ville. La ville, c'est quoi? La ville, la ville, tu peux louer des trottinettes électriques, t'as des bus, t'as des supermarchés, t'as des éclairages dans la rue, t'as pas de tracteur, t'as pas de vaches, t'as pas de poules. Enfin voilà, la ville, c'est ça, hein. T'as des taxis, t'as du Deliveroo si tu veux. Si tu veux, tu peux aller au théâtre, au cinéma, au McDo, etc. Et la campagne, t'as pas tout ça, hein. Voilà. Campagne, c'est vraiment... t'es quand même beaucoup plus isolé.
Moi, c'est comme ça que je différencie un peu les deux trucs. Et puis après, t'as l'entre-deux, c'est ce fameux périurbain, banlieue, où t'es un peu en l'entre-deux, et où t'es pas si loin des commodités de la ville, et où t'es pas si loin aussi du calme de la campagne. Et il y en a qui font ce choix-là, parce qu'ils n'arrivent pas à choisir, et je peux totalement comprendre, et ils se disent, bon bah voilà, j'ai pas envie d'être trop perdu, moi j'ai envie quand même d'avoir, je sais pas moi, des restos, un McDo, un cinéma, ou un truc comme ça, pas très loin. Bon, encore une fois, moi je vous dis qu'on habite à la campagne, ce qui est vrai, on est vraiment à la campagne. Mais maintenant, avec toute notre urbanisation qu'il y a autour de nous, eh ben, il s'avère qu'on a un supermarché à même pas 10 minutes en voiture. Donc, donc c'est vraiment super parce que, en fait, on a tout le cadre de la campagne chez nous, mais on a aussi pas mal d'avantages de la ville. On n'a pas... voilà, on peut pas... On n'a pas de bar, on peut pas sortir, etc. comme ça. Hein, on est quand même dans des petites bourgades. Tout est fermé la nuit chez nous, tu vois. On n'est pas dans une grande ville, pas dans une grande métropole, mais on a quand même pas mal de trucs qui sont vraiment très proches. Donc ça, c'est pas mal. Alors, donc cet agriculteur a été condamné à 102 000 € d'amende pour nuisance. Je vais vous expliquer pourquoi, du comment. Je pense que vous avez peut-être dû passer l'info, et c'est repassé hier sur France 2 d'ailleurs, au JT. Salut Rita, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu toi Rita. Salut Rita. Alors, bon, donc le sondage, on va pas le prendre en compte parce que vous n'avez pas compris ma question. Je me suis mal formulé. Donc, effectivement, vous avez vu passer cette histoire du coq, là. Donc, c'était il y a 2 ou 3 ans. Je sais plus s'il s'appelait Marcel. Lucie, elle nous dit, c'est pas Marcel le coq. Je sais plus si c'était Marcel le coq, mais c'était un coq qui chantait et ça embêtait des voisins et ils ont porté plainte. Et bien évidemment, ça a fait rire tout le monde. Et mais ça allait, la procédure y allait. Et puis bien évidemment, après, le coq n'a pas été obligé d'être euthanasié. Il y a aussi une histoire, ça c'était même pas si loin que ça, c'était l'année dernière, où c'était suite au Covid, donc beaucoup de Parisiens, mais c'est pas vrai, parce que c'est pas que des Parisiens, mais beaucoup d'urbains, gens de la ville, ont décidé de venir s'installer à la campagne, suite au télétravail, à tout ça. Et puis il y a un mec un jour qui s'est dit ah ouais non mais l'église en fait j'aime pas, ça fait trop de bruit. Et en fait c'était une église qui, nous on avait eu ça quand on habitait à Perpignan, on a habité dans une ville qui s'appelait Cabestany. Et on habitait à côté de l'église, on était vraiment à 20 mètres de l'église, on était voisins de l'église. Et en fait c'était une église qui sonnait tous les quarts d'heure. Donc ça faisait une sonnerie quand il était quart, 2 sonneries quand il était 30, 3 sonneries quand il était 45. Et quand c'était l'heure, eh ben, tu avais une sonnerie différente, ça te permettait de voir les minutes et l'heure vraiment, et quand il était 4 heures, eh ben, ça faisait les 4 sonneries de 4 heures, voilà. Et nous, notre église, elle s'arrêtait, je crois, à 22 heures. Donc à 22 heures, c'était la dernière sonnerie. Et donc, eh ben, y a des gens, lui, ce monsieur-là, lui, son église, apparemment, c'était toute la nuit. Toute la nuit, toute la nuit, ça sonnait les heures. Et donc, ça l'empêchait de dormir, etc. Il a porté plainte. Et il n'a pas eu peur. Il est passé aux infos, visage découvert. Totalement sûr de lui, en disant, ben voilà, moi j'arrive, je vais changer les choses qui existent depuis 50 ans, 100 ans, 200 ans. Je ne sais pas quel âge elle a, cette église-là. Et les mecs qui habitaient dans le village, ils lui disaient, mais moi, si j'ai pas l'église qui sonne la nuit, je me réveille. Je suis habitué à mon église. Mon église, elle me berce. Mon église, elle est là pour... elle a toujours été là, elle a été là pour ma grand-mère, mon grand-père, mon père. S'il faut, je me suis marié dans cette église. Ma grand-mère, elle a peut-être été enterrée là, j'en sais rien. Et les mecs qui ont toujours vécu là, ils disent, mais l'église, vous allez jamais l'arrêter, monsieur. Elle sonne, elle sonne. Elle sonne la nuit, mais c'est une berceuse pour nous, tu vois. Et moi, ça me faisait délirer. Et le mec, il arrive comme ça. Ça fait 1 an qu'il est là, en petit télétravail. Et puis il dit, ah, par contre, l'église, j'aimerais bien qu'elle s'arrête à partir de 20h. Alors, je sais pas ce que vous pensez de ça. Je vais vous lire. Et ensuite, je vais revenir sur cette histoire de l'agriculteur condamné à 102 000 € d'amende. Alors, il y a Laurolai qui dit, après, ça dépend. Ma mère, elle a un voisin agriculteur qui lui pourrit la vie volontairement. Elle a refusé de lui vendre un bout de son terrain. Et donc, il laboure à 4h du matin, il laboure son chemin, il défonce son grillage. Alors ça, Laurolai, ça n'a rien à voir. C'est pas la campagne. Laurolai, c'est un conflit de voisinage. Donc, c'est pas du tout le thème. Là, c'est un conflit de voisinage
qu'effectivement ta maman doit régler avec son voisin agriculteur, mais c'est pas parce que c'est un agriculteur que, c'est juste parce que c'est son voisin et qu'ils s'aiment pas. Donc là, il faut qu'ils aillent voir les conciliateurs, ou les médiateurs du voisinage, je sais plus, mais il y a des trucs comme ça, elle va à la mairie, il faut que ta mère elle aille à la mairie, à la gendarmerie, qu'elle fasse des mains courantes, le voisin agriculteur lui aussi va peut-être faire des mains courantes, porter plainte contre ta maman, etc., etc. Ça va se fighter, ça va machin tout ça, et ensuite ça va se régler, peut-être au tribunal, ou peut-être devant les médiateurs. Mais ça, c'est un conflit de voisinage, c'est pas du tout la campagne. Pas du tout. Après, je suis d'accord avec toi, ce que fait cet agriculteur-là, eh ben, c'est un gros con, parce que labourer à 4h du matin, c'est interdit, déjà. Le bruit, c'est à partir de... Je crois que dans la loi, c'est 8h, mais bon... voilà, ça commence à 7h, doucement, doucement. Et à 22h, ça doit s'arrêter, normalement. Hein, tout ce qui est... le bruit, en général, doit s'arrêter, normalement, à 22h. Voilà. Il défonce le grillage de ta maman, tout ça c'est pas normal, mais c'est un conflit de voisinage, c'est pas la campagne, tu vois. Voilà. Y a Dali qui dit « Moi je vis à la campagne depuis 1 an et demi, étant ancienne citadine, on finit par s'y faire, mais je suis à 3 km d'une ville moyenne, c'est pas vraiment la vraie campagne perdue où je suis, ouais. » Y a Caro qui dit « Chez moi ça sent de temps en temps le caca de cheval, mais ça va. » Alors le caca de cheval, ça s'appelle du fumier, Caro. Et ça sent très régulièrement le fumier quand ils font les épandages, effectivement. Alors nous, on a appris aux filles, les filles, elles nous ont dit, quand elles ont commencé à sentir comme ça le fumier, les épandages, elles disaient « Ah, ça pue, ça pue !» Alors moi, ça fait 1 an que je leur dis ça, et elles continuent de le dire. Hein. Elles disent « Les filles, ça pue pas, ça sent la vache. » Voilà. Faut pas dire que ça pue, faut dire ça sent la vache. Ça sent la vache, c'est les épandages de fumier, c'est comme ça, il y en a besoin pour les cultures. Nous-mêmes, on commence à en mettre dans notre potager. Nous-mêmes, on va commencer à aller chez le voisin pour récupérer le fumier de ses chevals, donc le caca de ses chevals. D'ailleurs, le caca de cheval, vous pouvez le prendre à main nue, c'est pas comme les bousses de vache dégueulasses, c'est vraiment du caca, c'est comme les crottes de lapin, hein. C'est juste du foin, tu peux le prendre à main nue, ça s'effrite dans tes mains, c'est pas dégoûtant du tout. Et donc, on commence à apprendre aux filles à dire, faut pas dire ça pue, c'est juste ça sent la vache. Voilà, ça sent le fumier, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà. Message trop long, Bounty, t'as été banni, effectivement, ton message est trop long. Beaucoup trop long, Bounty. Alors, il y a Amandine qui dit, si je peux apporter une de mes connaissances qui me reste de mes cours d'histoire pour être prof, nous sommes maintenant tous urbains. Ah ouais, Amandine, il faut que tu détailles ce que tu dis, là. Je pense pas que les mecs qui vivent ici depuis 50 ans, ils se considèrent comme des urbains. Ah, peut-être c'est dans le sens où l'urbanisme a pris tellement d'ampleur que maintenant, il n'y a plus... Non, non, je suis pas d'accord. Il y a toujours la différence pour moi entre la ruralité et l'urbain, enfin la ville, le citadin. Voilà. C'était Maurice le coq, merci Loutre, effectivement. Maurice le coq, c'est ça, il s'appelait Maurice, notre copain. Alors, je continue de vous lire. J'imagine qu'à force, tu n'entends même plus, nous dit Lucie, pour parler des bruits, effectivement. C'est ça, t'entends plus, vraiment t'entends plus, c'est pareil pour les grenouilles, par exemple. Nous, on a une mare avec plein de grenouilles. Et ben, au début, ça fait bizarre, les grenouilles, hein, quand elles sont dans leur phase, là, où je sais pas, d'accouplement, ou je sais pas quoi, ça fait un bordel, mais c'est fou. Et maintenant, et là, elles sont en train de le faire, là. Tous les soirs, elles font clac, 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 clac. Et puis ça dure, hein. 22h, 23h, minuit, enfin voilà. Mais tu t'endors avec, en fait. Tu l'entends même plus, le truc, tu vois. Tu t'entends même plus. Aksubu, elle dit la même chose. Franchement, on a une église à 200 mètres, elle sonne tout le temps, on s'habitue. On s'habitue très vite, Aksubu, je suis d'accord avec toi. Faut arrêter de se plaindre des églises, c'est ça. Il y a Olivia qui dit, pour moi une église c'est pas dérangeant, j'habite dans une grande ville et quand j'étais petite à côté de chez moi elle sonnait toutes les demi-heures, ça m'a jamais dérangé. À Lyon ça sonne aussi les églises, nous dit Fuertos. Et bah tu vois, mais je savais même pas que ça sonnait dans les grandes villes, les églises, parce que j'ai jamais vécu dans une grande ville. Bah c'est bien que vous le dites. Dans ce cas-là, ça montre encore plus que effectivement des fois les gens qui viennent à la campagne, ils quittent la ville parce qu'il y a trop de bruit en ville, il faut dire ce qui est, et ils veulent venir à la campagne pour qu'il y ait du silence total. Et ça, tu peux le trouver, le silence total, faut vraiment que tu sois perdu,
ou alors que tu ailles dans les montagnes. Si tu vas dans les montagnes, mais vraiment perdu, hein, voilà, là tu peux trouver vraiment du calme. Si tu vas dans les stations hautes, de haute montagne, etc., là, où tu es vraiment bien perdu, il faut faire 2 heures de route pour aller jusqu'à chez toi, là c'est sûr tu auras du calme, hein, quoique tu auras peut-être un voisin avec des coques et que tu vas pas être content. Mais voilà. Mais c'est intéressant, merci Fuertos, je savais pas que les églises sonnaient aussi dans les grandes villes. Je me disais que effectivement, si ça dérange les gens qui viennent à la campagne, c'est peut-être qu'ils ont jamais entendu d'église, tu vois. Bêtement, je m'étais dit ça. Bah écoute, merci. Il y a Bounty qui dit c'est un complexe de riche ou d'égocentrique. J'ai envie de dire, qui peut se permettre de se dire dérangé par une église ou par un coq? Je suis d'accord avec toi, Bounty. Effectivement, c'est ça. C'est de l'égocentrisme dans le sens où tu dis, moi je viens habiter ici, je veux que tout ce qui se passe autour de moi, je puisse le maîtriser, le contrôler, tu vois. Et moi ça me choque, ça. Moi, ça me choque. Lolita, elle nous dit, pour moi, si tu supportes pas le clocher d'une église, bah tu n'habites pas à côté de l'église, tout simplement. C'est sûr, mais les mecs, je suis d'accord avec toi. Et ces mecs-là, ils vont dire, non, mais moi, quand j'ai acheté ma maison, j'ai vu qu'il y avait l'église, mais je savais pas qu'elle sonnait tous les quarts d'heure. Ouais, mais à un moment donné, il y a l'église, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné... Je pense que le Covid a créé des envies et des délires très particuliers, nous dit Loutre. Ah, je suis d'accord avec toi, Loutre. C'est vrai que le Covid a eu beaucoup de travers dans le sens où les gens se sont dit « Ah, je vais changer de vie ». Et en fait, ils se sont rendus compte que « Oh, en fait, non. J'aime bien, en fait, la ville. J'aime bien pouvoir me faire un petit... si j'ai besoin de me déplacer, bah, je fais mon petit taxi Uber, là, ou mon petit VTC, tac, tac. Si j'ai envie de ma petite pizza à 23h, bah, je peux me faire ma petite pizza à 23h via mon Deliveroo et tout ça. Etc., etc., avec plein d'autres trucs. Donc, voilà. Je suis d'accord que le Covid a créé des délires particuliers, comme tu le dis, Loutre. Voilà, c'est ça. Pour moi, tu t'adaptes, et nous dit Dali. Bon, je suis d'accord, on est tous d'accord. C'est sûr. Je suis d'accord, à un moment donné, voilà. Il y a Fuertas qui pose une question sur le chat, là. Vous pouvez répondre, effectivement. Est-ce qu'il y en a qui sont passés de la ville à la campagne et qui ont regretté? C'est un bon choix, ça. Est-ce qu'effectivement, là, parmi vous, là, ce matin, vous êtes 40 à peu près, 42, là? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vécu dans une ville, sont allés vivre à la campagne et qui se sont dit « Oh, en fait, ça manque, quoi. Ça manque tout ce que tu as dans une ville. » Il faut dire ce qu'il y a. Quand tu vis dans une ville, tu as accès à beaucoup plus de services. Tu peux tout faire. Tout faire. Tu peux faire tes courses à 1h du matin quand tu habites à Paris, parce que tu vas toujours trouver un magasin ouvert. Tu sais, maintenant, tu as toujours des trucs comme ça, ouverts 24h sur 24. Enfin bon, il faut quand même que ça soit dans ton quartier, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de métro. Enfin, sauf si tu te déplaces à vélo, tu me diras. Mais des fois, là, à minuit, tu peux encore faire plein de trucs quand tu habites dans une ville, tu vois. À la campagne, tu fais rien du tout à minuit. Hein. Tout le monde... voilà, hein, c'est... Voilà. C'est une bonne question, ça, Fuertos. N'hésitez pas. Alors, sérieusement, quand on décide de venir vivre quelque part, on s'adapte, nous dit l'outre. Ouais, bah oui. Ça, on passe d'un extrême à l'autre, donc forcément, il y a des différences. Il faut se dire qu'il y a des différences avant de se lancer. C'est vrai qu'effectivement, tu as raison. C'est vraiment, on passe d'un extrême à l'autre. Hein. Si tu passes d'une vie, je sais pas, je vais pas dire parisienne, pour tout le temps dire Paris, mais lyonnaise ou marseillaise, où tu es vraiment en plein cœur de Lyon, plein cœur de Marseille ou de Toulouse, hein, et que tu vas vivre entouré de vaches, c'est plus la même vie. Il faut effectivement être conscient de ça. Ouais. Y a Caro qui dit « Nous, on regrette pas, mais on savait à quoi s'attendre et les choses qui allaient nous manquer. On ne veut pas être ici sur le long terme. » Donc Caro, elle regrette pas d'avoir quitté la ville pour la campagne, mais tu veux pas être là sur le long terme, ça veut dire quoi ça, Caro? C'est-à-dire que tu vas retourner en ville, du coup, ou pas? Hein? Il y a Lolita qui dit « Les épandages, c'est pas du fumier, les 3 quarts du temps, c'est des produits chimiques, l'odeur est horrible. Rien à voir avec l'odeur du fumier, ça c'est insupportable. » Ah, je suis pas d'accord avec toi, Lolita. Alors non. Bah, après, chez nous, peut-être que nous, on est bien tombés, mais il n'y a pas de... Non, les odeurs sont absolument pas horribles chez nous. Donc, je sais pas ce que c'est que les épandages chimiques. Après, pour être honnête avec toi, je vois aucun agriculteur chez nous qui est protégé, qui a des tracteurs fermés, avec les gros trucs derrière, là, tu sais. Donc,
Donc peut-être qu'autour de nous, effectivement, ils traitent pas, ou ils traitent peu. Enfin, ils traitent un peu, parce que j'ai déjà vu des bidons de trucs, là, de pesticides et tout ça. Mais j'ai pas eu affaire à des odeurs horribles. Donc, mais après, c'est bien ce que tu dis, Lolita, parce que c'est vrai que dans certains coins, ça doit probablement être le cas, tu vois. C'est sûr. Il y a Amandine, pour revenir sur la définition d'un urbain. Elle nous dit que la définition d'un urbain dans ses cours d'histoire, c'est quelqu'un qui a un moyen de locomotion et un moyen de communication. Donc, par définition, on est tous des urbains. Ah bah écoute, je savais pas, Amandine. Je savais pas. Alors, il y a Cassandra qui dit: le coq du voisin réveillait mon fils la nuit. Il faisait son cocorico toute la nuit. J'avoue que lorsque le coq est mort, j'étais pas triste. Alors Cassandra, ça c'est très bizarre, parce qu'un coq, normalement, ça chante pas la nuit. La nuit, le coq dort. Donc si le coq chantait la nuit, c'est qu'il y avait peut-être un souci. Je sais pas lequel, hein. Après, je peux comprendre, effectivement, que un coq qui fait du bruit toute la nuit, ça peut être un peu relou. Mais j'ai quand même du mal à y croire toute la nuit. Est-ce que c'était pas juste en début de nuit, ou alors est-ce que c'était pas tôt le matin, genre peut-être qu'il commençait à 5 heures, tu vois. Mais ça me paraît bizarre qu'un coq fasse cocorico à minuit, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures à un moment donné. Tu vois, moi, j'en ai jamais vu des coqs qui font du bordel en pleine nuit comme ça. Mais là, c'est juste mon petite expérience perso de ici et de quand à La Réunion, quand j'ai pu voilà, dormir dans des endroits. À La Réunion aussi, il y a beaucoup de coqs, hein, voilà. À La Réunion, il n'y a pas vraiment de ville et de campagne, hein, c'est vraiment juste les îles, quoi. Et voilà, il n'y a pas cette différenciation. C'est plus les bas, où c'est plus la ville, et puis les hauts, où c'est plus, entre guillemets, la campagne. Mais c'est pas vraiment vrai. Mais un coq qui chante toute la nuit, il n'y avait pas une maladie, ce coq. Après, peut-être ça existe, hein. Euh... Alors, je vous lis, vous parlez beaucoup, ça c'est cool, ça fait plaisir. Il y a Maléandra qui nous dit: je trouve ça choquant, mais en même temps, si on observe l'être humain, il fonctionne très souvent comme ça. Il s'approprie un lieu et il détruit tout ce qu'il estime lui nuire. Ça, c'est pas bête ce que tu dis. C'est vrai que ça, c'est très humain de se dire: moi, j'arrive là et tout ce qui me dérange, bah, j'ai envie de le. Tu vois. Voilà. Pour répondre ensuite à la question de Fuertos, Fanny n'a aucun regret pour la campagne, mais elle a le regret d'être près de certains voisins. Et bah, tu vas dans une campagne, Fanny, encore plus loin, sans voisins, ça existe. Il y a Roulia qui dit: oui, clairement, on a regretté, on est revenu à la ville. Hésite pas à dire pourquoi, Roulia, t'as regretté, hein. Hésite pas, hein. Il y a Aksubu qui dit: nous, on a vécu en centre-ville de Nantes et on est très vite retourné dans notre campagne angevine. Il y a Fuertos qui nous dit: les gens font pas la différence entre désagrément volontaire d'une personne. Ça, c'est ce qui arrive à la maman de Lorelai. C'est un désagrément volontaire, effectivement. Le voisin volontairement va déranger son voisin. Et le désagrément naturel de l'endroit où tu vis, Fuertos, exactement. Les désagréments naturels de là où tu es, bah, c'est les bruits et les odeurs environnantes de ton environnement que tu ne pourras jamais changer. Voilà. Par contre, effectivement, un désagrément volontaire de la part d'un voisin, ça, tu peux le changer. Les gendarmes sont là pour ça. Ou la mafia, si tu as des contacts dans la mafia, etc. Mais faut savoir où enterrer les corps, c'est compliqué, mais bon voilà. Va plutôt voir les gendarmes, ce sera plus simple. À la campagne, faut tout anticiper, nous dit Roulia, c'est pour ça qu'elle a quitté la campagne. Ouais, ouais, bon après, je sais pas. C'est surtout au niveau médical, la campagne, il y a des gros problèmes. Là, je suis d'accord, faut anticiper le médical. C'est ce que dit Lilou juste après. C'est juste les rendez-vous médicaux qui posent problème à la campagne. Voilà, c'est ça. Faut toujours attendre. Les dentistes, faut attendre 5 mois. Enfin, c'est catastrophique. D'ailleurs, dans les vlogs à venir, on va parler des dentistes. Je sais pas s'il y a des dentistes qui nous regardent là, mais on va parler des dentistes, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a Lolita qui dit: moi, j'étais tellement soulagé d'avoir quitté la ville. Je suis né à la campagne, donc ça joue aussi sûrement. Ah bah, clairement. Clairement, bah oui, c'est sûr que si t'es né, si t'as grandi à la campagne, je peux comprendre que t'as envie d'y retourner, hein. Ouais. Il y a Dali qui dit: il y a campagne et campagne. Moi, j'ai visité des maisons où je n'aurais pas supporté car c'était beaucoup trop isolé. Ça, je peux comprendre aussi, Dali. Nous, on n'est pas énormément isolés, tu vois. Et les maisons trop isolées, je dis non.
parce que j'ai peur de l'isolement, moi. J'ai peur de l'isolement, j'ai peur que, voilà, la nuit, j'ai quand même besoin de savoir qu'il y a des gens pas loin pour, je sais pas, pour m'aider au cas où, voilà. C'est bête, hein, mais les gens qui sont très très isolés, moi, je pourrais pas. Voilà. Y a l'outre qui dit... Ah non, là, tu réponds à quelqu'un, donc pardon, je vais pas... Il y a Lolita qui dit « Les coqs chantent la nuit uniquement dans les élevages où la lumière reste allumée H24. » Merci Lolita pour cette précision. Cassandra nous dit « Il avait un souci ce coq, pourtant il le faisait, et moi non plus, j'avais jamais vu ça. » Donc effectivement, là c'était un coq apparemment qui chantait beaucoup chez Cassandra, donc là peut-être que ce coq avait un souci effectivement. Et Lolita nous dit que quand c'est dans des élevages, t'as raison, très bonne précision, la lumière est allumée tout le temps, donc les animaux n'ont pas la notion de jour-nuit. Pour la rentabilité, pour qu'ils pondent plus aussi, je crois, et ben effectivement, il y a beaucoup de bruit. Si vous devez être amené à habiter à côté d'une exploitation agricole, vérifiez bien si c'est des vaches, tout va bien. Hein, si c'est des chevaux, tout va bien. Par contre, si c'est de la volaille, effectivement, la volaille, ça fait du bruit. Ça peut faire beaucoup plus de bruit qu'un élevage bovin. Voilà, nous les vaches, on les entend des fois même en pleine nuit. Je sais pas comment, elles meuglent là, elles hurlent même parce que bah, tout simplement elles mettent bas, hein, je pense que c'est pour ça. C'est les petits qui naissent, et bah, je peux te dire qu'une vache quand elle met bas, je peux te dire que ça fait un bruit, mais sans déconner, voilà, c'est assez intense, hein. C'est comme une femme qui accouche, hein, c'est la même chose, hein, c'est pas discret. Mais c'est très, très bien ce que tu as dit, Lolita. Et Fanny rajoute que la lumière perturbe les cycles des animaux. Effectivement. Donc peut-être que effectivement, le coq Cassandra qui avait à côté de chez toi, il y avait peut-être trop de lumière pour chez lui. Effectivement, peut-être que... Voilà. Il y a Fuertos qui dit « Petit, j'avais un coq dans la ferme en face de chez moi à Lyon. Ça a bien changé depuis. » Ah ouais, t'habites à Lyon, mais t'habites un peu peut-être dans la banlieue lyonnaise. Donc, je suis à jour dans le chat, yes. Le coq de ma mère le faisait, nous dit le Rolai. Il chantait toute la nuit, on a fini par comprendre qu'il le faisait pour éloigner les renards et les belettes. Ah bah, d'accord, ok. La seule fois où il l'a pas fait, le poulailler a été attaqué. Ah ouais. Ah, ça c'est bien ce que tu dis, le Rolai, là. Le coq chante pour protéger le poulailler. Donc, si le coq chantait, c'est qu'il y avait des renards qui... D'accord, ok. Ok. D'accord, bah écoute, c'est intéressant que ça. Il y a Tétu qui dit « Moi, c'est le chien du voisin qui aboie toute la nuit, ça me gonfle, pas besoin d'être à la campagne pour ça. » Exactement, Tétu. Et là, effectivement, c'est bien, on va faire une bonne transition. T'as totalement raison, c'est que maintenant, quand tu réfléchis, je voulais justement parler des chiens. Quand tu réfléchis à ça, tu dis « Ouais, ça fait trop de bruit, les coqs, les églises et tout. » Ouais, mais quand tu vis dans un lotissement, je sais pas si vous connaissez le principe du lotissement, parce que peut-être que vous avez jamais vécu un lotissement. Moi, j'ai découvert le lotissement. Vous allez me prendre pour quelqu'un, vous allez me dire « Ah, mais c'est incroyable, c'est improbable ce que tu dis. » Non, moi, j'ai découvert le lotissement à la française. J'ai découvert ça quand je suis arrivé en métropole, donc c'était en 2010. J'avais 23 ans. Moi, je connaissais pas le concept du lotissement. Je connaissais pas. À La Réunion, là où je vivais, c'était des quartiers résidentiels, c'était des maisons 4 faces, des grands terrains, etc. Ou des immeubles, parce que mes parents habitaient pas dans les mêmes coins, ou des cases en tôle, des petites maisons comme ci, comme ça. J'avais jamais connu ces lotissements français, avec une maison là, avec le jardin, de l'autre côté le jardin, la maison, et puis des lignes comme ça. Et puis, des quartiers créés, vraiment, des lotissements, c'est un quartier qui est créé sur un espace qui était donc de base avant agricole, voilà. Et je connaissais pas, moi, ça. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné, ça m'a fait... J'ai eu un peu peur aussi, quand même. Mais ça m'a fasciné, à tel point que j'ai fait une année d'études à l'université d'Angers, en master. J'avais fait mon bac plus 5 à La Réunion, et quand je suis arrivé à Angers, c'était ma première année en métropole, j'ai continué, j'ai fait un deuxième master, que j'ai pas validé, parce que j'ai eu la flemme de faire mon mémoire de fin d'études, mais mon master, c'était urbanisme et aménagement du territoire. C'était donc un master géographie très
recherche, accès recherche, voilà, ingénieur, urbaniste et tout ça. C'était super intéressant. Donc j'ai étudié plein de choses sur Angers, autour d'Angers, donc l'urbain, le périurbain, le rural, tout ça, voilà. Les lotissements, l'histoire des lotissements, enfin, j'ai étudié plein de choses. La géologie, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et les lotissements, moi je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant parce que c'est un endroit où t'es ni à la ville ni à la campagne. T'es un petit peu au calme, mais pas vraiment en fait. Parce que dans un lotissement, t'as pas juste un voisin à gauche, un voisin à droite, un voisin derrière. T'as aussi 30 ou 40 voisins dans ta rue. Et donc il suffit que le chien, c'est ça que je voulais dire, tout ça pour dire ça, que le chien de ton voisin de 4 ou 5 maisons à côté, il aboie, il te dérange toute la nuit, parce qu'il est juste à côté de toi. Alors que moi, le voisin, là où je suis à la campagne perdue où on est, si je veux entendre le chien de mon 4e voisin là-bas, impossible. C'est impossible, tu vois. Même, je pense que même le coq de mon 4e voisin là-bas, je l'entends pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, souvent, les gens qui viennent à la campagne se plaignent des bruits, mais je pense que tu es plus à même à être dérangé par les bruits quand tu es en lotissement. Parce que les enfants qui jouent au ballon, qui font du trampoline, les piscines, l'été. Nous, les piscines ici, on n'entend personne, hein. Les piscines, Intex, la Bultex, tout ça, là, on n'entend personne. En lotissement, moi, je suis déjà allé chez des potes en lotissement, l'été, c'est invivable. T'entends les gens qui parlent de saucisses, de merguez, t'entends les enfants qui crient dans les piscines, t'entends les chiens, t'entends la télévision parce qu'il suffit que le mec, il laisse sa baie vitrée ouverte et en écoutant Touche pas à mon poste. Même si c'est 2 ou 3 maisons à côté, tu entends. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, j'aurais jamais pu vivre en lotissement, tu vois. Et donc c'est pour ça que ça me fait toujours rire les gens qui considèrent qu'à la campagne c'est là où il y a le plus de bruit alors que pas du tout. Il y a Dali qui dit nous c'est un lotissement mais à la campagne. Ah ouais, bah là c'est ouais, ok. Après c'est moi je pourrais pas. Salut à toi Fuertos. Aksubu qui dit ah oui nous on fait construire je prie pour que nos futurs voisins n'aient pas de chiens. Après attention il y a des chiens qui aboient pas hein. Tous les chiens que j'ai eu moi ils ont jamais aboyé. Il y a des chiens qui n'aboient pas. Ça c'est juste une question d'éducation et de dressage. Question d'éducation et de dressage. Voilà. Bon après on va pas parler des chiens. C'est quoi la différence entre un lotissement et une résidence? J'étais persuadé que c'était la même chose. Alors une résidence c'est pas un terme qui existe vraiment l'outre en urbanisme. Une résidence, ça va être, je sais pas moi, une résidence senior ou une résidence étudiante. C'est un immeuble. Une résidence, c'est un immeuble. Un lotissement, c'est des maisons. Après, quand tu dis un quartier résidentiel, c'est pas vraiment un lotissement. Enfin, si, maintenant, c'est plus ou moins 2 termes qui sont synonymes. Mais historiquement, un quartier résidentiel, c'était un quartier où c'était des maisons individuelles. Mais des maisons avec des grands terrains, etc., etc. Ensuite, on est passé au lotissement, où c'est des plus petits terrains. Les lotissements, pour te donner un ordre d'idée, l'outre, un lotissement, tu peux avoir des gens qui ont des terrains de 500 mètres carrés pour l'ensemble du projet, bâti et non bâti. Donc, ils vont avoir une maison bâtie il y a même des terrains qui sont plus petits, qui font 400 mètres carrés. Donc, tu vas avoir le bâti qui va avoir une emprise au sol de 100 à 120 mètres carrés d'emprise, et puis avec un jardin de 300 mètres carrés. Et encore, il y a des lotissements avec des terrains, des parcelles plus petites encore. Tu peux trouver des parcelles de 350, voilà. Enfin, donc, voilà. Avant, c'était quartier résidentiel, et ensuite, on a commencé à construire ça, les lotissements. Les lotissements, voilà. C'est pas récent, parce que avant, il y avait aussi les quartiers ouvriers. Ça, c'est vraiment les ancêtres du lotissement. Les quartiers ouvriers, c'était les maisons toutes collées, tac, 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 où on devait loger les ouvriers qui travaillaient dans les usines. T'as beaucoup ça dans le nord de la France. Mais c'est les genres de maisons de village où tout collé, tac, tac, tac. Ensuite, on s'est dit, bon, on va faire des lotissements et puis on va faire des 4 faces. Donc, on a fait des 4 faces ou des 3 faces. Mais dans des tout petits terrains, tout petits, tout petits. Avant, ça n'existait pas vraiment, ça. Tu vois, ça n'existait pas vraiment, ça. Voilà, donc, bon. Ouais, c'était le petit cours d'histoire. Je me suis replongé dans mes... dans mes trucs. Le lotissement en général, c'est les logements sociaux aussi. Alors non, pas du tout. Non.
Il y a des lotissements logements sociaux, Lolita, t'as raison, mais il y a aussi maintenant plein de lotissements où c'est des baraques qui valent très cher, hein. Où dans des lotissements, tu as des maisons à 200 000 euros, hein. Ouais, ouais, ouais. 250 000 euros même des fois, parce qu'il suffit que le propriétaire ait mis une piscine. Non, non, tu peux avoir des trucs assez chers en lotissement maintenant, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc je voulais vous raconter cette histoire de l'agriculteur quand même. Très vite, hein, parce qu'après on va passer à un autre sujet. Donc cet agriculteur a été condamné à 102 000 euros de dommages et intérêts parce qu'il y a 6 de ses voisins qui ont porté plainte contre lui pour nuisance, bruit et odeur. Cet agriculteur, il est dans l'Oise, il est à Saint-Aubin-en-Bray, et il dit pour lui, c'est même pas juste une condamnation de son exploitation, c'est une condamnation de l'agriculture en général. Il a été condamné en première instance pour troubles anormaux de voisinage. Son exploitation est située à 50 mètres des habitations. Donc c'est vraiment très très proche. Il avait obtenu la dérogation pour ça, voilà. Donc c'était une exploitation fermière, et puis ensuite il y a des maisons qui se sont construites, etc. autour. Lui, il était un peu éloigné, mais ensuite il a dû construire des nouveaux bâtiments, donc il a dû se rapprocher des lotissements justement qui ont été construits pas très loin. La réglementation, normalement, pour les agriculteurs, c'est qu'il faut qu'ils soient à minimum 100 mètres d'une maison. Là, il est à 50 mètres d'une maison. Donc, c'est là-dessus que les riverains ont joué. Mais honnêtement, ces 6 riverains-là, j'ai envie de leur dire, vous êtes des gros cons parce que l'agriculteur, il soit à 50 mètres ou à 100 mètres, la nuisance est la même. C'est juste que tu n'acceptes pas qu'il y ait des vaches à côté de toi. C'est tout. De ces 6 riverains-là, aucun n'a décidé de témoigner à visage découvert. Je peux les comprendre. Il y en a 3 qui ont déménagé, mais pour autant, ils ont quand même porté plainte. Tu vois le délire. Et cet agriculteur a expliqué qu'il a dû construire des nouveaux bâtiments parce que son exploitation, les nouvelles normes européennes, etc., etc. Avant, son bétail était dans un bâtiment. Maintenant, il y a les nouvelles réglementations qui font qu'il y a besoin de plus d'espace pour... lorsque les bêtes sont dans les bâtiments. Et donc, il a dû construire des nouveaux bâtiments, bref, pour héberger son bétail, pour respecter les nouvelles normes. Et il n'avait pas la superficie pour le faire ailleurs que là. Il a demandé la dérogation. Il a eu la dérogation de la préfecture pour faire son bâtiment là, à 50 mètres des habitations. Il l'a fait, il l'a payé, il a eu son prêt professionnel pour construire son bâtiment. Et ensuite, il y a des voisins, 6 voisins qui ont porté plainte, et il a été condamné. Ok ? Le bâtiment lui a coûté 600 000 euros, et là, il va falloir qu'il paye 100 000 euros d'amende supplémentaire, parce que ces 6 riverains-là ont porté plainte. Les 100 000 euros d'amende, c'est du dommage et intérêt. Ça ira donc aux 6 personnes qui ont porté plainte contre lui. Donc tu vois vraiment que là, on est sur un délire où là, il n'y a même pas de nom à donner au truc. Voilà. Ok ? Donc bien évidemment, ensuite, cet agriculteur a été soutenu par une grande majorité du village, bien évidemment. Ces 6 riverains-là, il y en a 3 qui sont partis parce que sûrement qu'ils ont dû se faire insulter par d'autres riverains, peut-être aussi par le maire du village, par plein de gens, parce que cet agriculteur a toujours été là, donc tu vois ce que je veux dire, enfin voilà, qu'il a eu l'autorisation de mettre ses bâtiments ici, parce qu'en soi, il ne peut pas faire autrement. Il explique que c'est la réglementation, il devait avoir des nouveaux bâtiments pour son bétail. Voilà, il l'a fait. C'est comme ça. Et ces riverains-là, quand ils se sont installés, ils savaient très bien qu'il y avait une ferme. Tu le vois à la ferme, sur l'image Google, tu as les 6 maisons, tac, 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 6 maisons comme ça. La ferme est là. Tu le vois. Le nouveau bâtiment est là, mais les anciens bâtiments sont là. Donc, quoi qu'il arrive, même si le nouveau bâtiment n'avait pas été créé, les anciens bâtiments, ils auraient été là. Et là où le nouveau bâtiment a été fait, il se pourrait qu'il y aurait eu des vaches qui venaient peut-être que les vaches, elles auraient pu venir sous leurs fenêtres pour brouter. Ils auraient dit quoi ? Enfin, nous, des fois, on a des vaches, elles sont collées à notre jardin. C'est-à-dire qu'on a le jardin, on a des arbres, des haies, etc. De l'autre côté, il y a la clôture électrique. Et des fois, donc notre voisin, il met ses vaches là pour brouter, quoi. Donc des fois, les filles, elles y vont, et puis elles regardent, ah, les vaches, machin, voilà, quoi. Où est le problème ? Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vois pas le problème. Je ne vois pas comment tu peux porter plainte et demander des dommages et intérêts. Je veux dire, allez, porte plainte juste pour l'euro, un euro symbolique, et je sais pas, et
et tu demandes la destruction du bâtiment. Bon, allez, non, là, en plus de ça, il demande des dommages et intérêts. Quel dommages et intérêts? En quoi tu vas demander 100 000 euros de... Bon, ils sont 6, donc ça va faire quand même 20 000 euros chacun. C'est quoi ça? Ou dans quel monde on vit? Je sais pas, moi ça me choque. Je sais pas vous, mais dites-le moi si ça vous choque. Hein? Alors, il y a Cassandra qui dit donc en gros ils vont empêcher l'agriculteur de travailler. Ben, c'est clairement ça, hein, Cassandra, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Après, j'ai envie de te dire, bon, il a déjà 600 000 euros de crédit à rembourser, donc il n'est pas à 100 000 euros près. Il a dit hein, que ça allait pas lui faire mettre les clés sous la porte forcément, mais que ça va lui mettre en grande difficulté quand même. Voilà. Lolita qui dit dans la mesure où il a eu l'autorisation, c'est nul de porter plainte contre lui. Il fallait qu'il porte plainte contre la mairie, exactement. Ou contre la préfecture, parce que je crois que c'est même la préfecture qui avait donné l'autorisation. T'as raison Lolita, c'est pas lui. Lui, il a eu l'autorisation. Voilà. Enfin, à un moment donné, voilà. C'est pour payer les avocats les dommages et intérêts. Moi, c'est mon avocat qui les avait demandés pour le payer. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Bon, ok, bon, c'est très choquant, ouais. Les gens sont pas tolérants, nous dit Dali. C'est la décision de justice qui n'est pas normale, là. Si lui était dans son droit, bah oui. Après, il va faire appel, le Lolita. Il a dit qu'il allait faire appel. Il allait faire appel, parce que là, c'est en première instance qu'il a eu ça, donc il va pouvoir aller à la cour d'appel. Et je pense qu'il va être soutenu par la FNSEA, évidemment. Et donc, il y a la présidente de la FNSEA, la Fédération des agriculteurs, et il y a Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, donc c'est sûrement là-bas que ça s'est passé, qui ont apporté leur soutien à cet agriculteur. Xavier Bertrand, il a dit, le but premier de cette mobilisation, c'est que les politiques fassent ce qu'il faut. Une loi est sortie en janvier 2021. Alors, j'ai appris quelque chose, écoutez bien. Une loi est sortie en janvier... Ah non, c'est pas Xavier Bertrand, c'est l'éleveur qui rappelle ça. L'éleveur rappelle... Donc, il aimerait que les politiques fassent leur métier, fassent ce qu'il faut. Et il rappelle qu'une loi est sortie en janvier 2021 sur le patrimoine sensoriel qui protège les bruits et les odeurs de nos campagnes. Donc, moi, je savais pas que depuis 1 an et demi, là, donc on a un patrimoine sensoriel, voilà. Ça a peut-être commencé suite à cette histoire de Maurice Lecoq, puis les histoires des églises, etc. Donc maintenant, il y aurait un patrimoine sensoriel qui protège les bruits et les odeurs de notre campagne. Voilà, c'est pour défendre la ruralité, etc., etc. Ça avait été une proposition de loi. Donc à vérifier, mais d'après cet éleveur, la loi est passée depuis janvier 2021. Voilà, donc c'était l'information du jour, on va s'arrêter là. Alors apparemment la loi n'est pas encore passée, nous dit Amandine, bon ben voilà, précisez ça dans le chat, je vais vous lire, et en attendant, on va passer au sujet suivant. Bon, on est tous d'accord pour dire que c'est choquant quand les néo-ruraux, donc ceux qui sont nouvellement installés à la campagne, veulent faire changer la campagne. C'est choquant, c'est eux qu'on devrait pousser, qu'on devrait envoyer au tribunal pour je sais pas moi, je sais pas contre on pourrait porter plainte contre quoi, mais voilà. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On va changer de sujet. Mais vous êtes tous d'accord, j'ai l'impression sur le chat, personne n'a dit moi je comprends ces riverains, je comprends, j'aurais moi aussi porté plainte, donc ça fait plaisir. Il y a le relais qui dit à lui de se retourner contre... à l'éleveur de se retourner contre la mairie aussi, peut-être, qui lui a accordé l'autorisation. Ouais, peut-être. Ouais, c'est probablement, ouais. Pour revenir vite fait sur les lotissements, il y a Aurélie qui dit qu'elle vit en Allemagne et que 80% des maisons sont en rangée avec un tout petit jardin de moins de 300 mètres carrés et les maisons valent jusqu'à 400 000 euros. Il y a Tahitiju qui dit que dans son lotissement, les maisons valent entre 300 000 et 400 000 euros. Voilà, vous voyez, tout ça, moi, tout ça, ça me choque. C'est comment on peut acheter une maison dans un lotissement à 300 000 euros? C'est pas possible. Tu achètes une maison à 300 000 euros qui n'a pas de terrain, qui est dans une toute petite surface. Pour moi, c'est des fois l'immobilier a ses limites et ses limites me dépassent.
Il y a Caro qui dit qu'en Suède, c'est la même chose, mais encore plus petit. Ça s'appelle des radius. Tout le monde est collé, c'est l'angoisse. Ok, bon, on a fait le tour sur l'urbanisme, sur l'urbanisation, et sur la ruralité, et sur tout ça, tout ça. Maintenant, on va parler de survivalisme. Mort de 4 Français ensuite, qu'est-ce que le survivalisme? Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Vous, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Donc, je vais vous pitcher l'histoire. Je vous pitche ça. Elle est où mon truc? Voilà. Tac, tac, tac. Alors, voilà, je vais vous raconter cette histoire. Donc, c'était à Montreux, dans un quartier UP de Suisse. On embrasse tous les Suisses qui nous regardent. Il y a qui est en Suisse, là? Je crois qu'il y a... Il y a qui est suisse, là? Je sais pas, là, dans le chat. Si vous êtes suisse, manifestez-vous. Je vous pitche ça, après je vais boire de l'eau, petite pub, etc., etc. Donc, à 2 pas du Casino Barrière et du restaurant Le Fouquet, dans un quartier UP de Montreux en Suisse, une famille française a chuté d'un balcon le 24 mars dernier, donc ça remonte à 1 mois et demi. Une chute mortelle pour 4 personnes, dont une enfant, une petite fille de 8 ans. La piste du suicide collectif a été bien évidemment privilégiée très rapidement. Il s'avère que l'enquête a poursuivi son cours, voilà. La police du canton de Vaud a décrit cette famille, après avoir inspecté la maison, comme très intéressée par les thèses complotistes et survivalistes depuis le début de la pandémie de Covid. Dans l'appartement des victimes, les pièces étaient organisées de façon très précise, occupées par un stock impressionnant de vivres en tout genre, tout était très bien organisé. Le but était que, ils puissent faire face à une crise majeure, voilà, cette fameuse crise, fin du monde, etc. C'est une famille qui est... alors attention, tac, 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 tac... Ah non, là il parle du survivalisme. Donc, là ensuite c'est la définition du survivalisme, donc ça on en reparlera juste après. Mais donc cette famille-là, voilà, elle s'est jetée dans le vide. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ils ont décidé de se suicider lorsque la gendarmerie est venue frapper à leur porte, parce qu'en fait, les enfants n'allaient plus à l'école. Il y a un des enfants qui a été déscolarisé, donc ils sont juste allés voir si tout se passait bien. Ils ont fait une enquête comme on fait à chaque fois, même en France, quand un enfant ne va plus à l'école, la police va voir ce qui se passe. Et lorsque la gendarmerie s'est présentée à leur domicile, ils n'ont pas ouvert la porte, ils ont pris leurs enfants et ils ont sauté. Voilà. Donc ensuite, l'enquête a continué. Il s'est avéré que cette famille-là était probablement membre d'une secte religieuse. Voilà. Et il y a un des enfants qui n'est pas mort. Mais ça date... l'article date du 25 mars. Donc je vais, pendant la pub, chercher, voir si vous aussi vous avez des infos. C'était un des adolescents qui n'est pas mort, et donc il comptait beaucoup sur lui. Voilà, ils sont 5 dans cette famille, et c'est un adolescent de 15 ans qui a survécu à la chute, dans le coma, donc au 25 mars, voilà, il était dans un état stable dans le coma, donc voilà, peut-être que maintenant, au 12 mai, il est sorti du coma et il a donné plus d'informations. Je vais chercher ça, je reviens boire de l'eau, tout ça, petite pub, et à tout de suite. De retour. Alors j'ai trouvé des nouvelles informations. Donc cette famille. Alors dans le chat vous dites que les gens aient des idées farfelues, ok, mais qu'ils entraînent les enfants dans cette atrocité, quelle tristesse. Mais c'est clair Laura, la petite fille elle avait 8 ans. Les mecs, c'est là que tu vois, tu te rends compte que des fois quand t'as une idéologie, quand t'as des idées qui sont... Là c'est sectaire, hein, clairement c'est sectaire. Hein. Tu te dis ces dérives comme ça, c'est horrible pour les enfants, surtout parce qu'ils n'ont rien demandé, tu sais, ils sont nés là, dans cette famille. Un enfant, il choisit pas ses parents, il naît là, quoi. Il va naître en France, voilà, comme il peut naître en Afghanistan, comme il peut naître au Pérou, comme il peut naître dans une famille sectaire comme celle-là, et la petite fille, voilà, à 8 ans, elle est morte. Donc, c'est révoltant. Et donc cette famille... donc elle vivait en quasi-autarcie, en retrait de la société, etc. Ils vivaient dans un quartier UP, dans une résidence UP, etc. Ils vivaient pas à Notre-Dame-des-Landes, dans des cabanes en bois. C'est pas une famille, tu sais,
anticapitalistes, qui vivaient en autonomie, etc. Non, pas du tout. Là, on était face à des gens huppés, avec de l'argent. La piste de la secte catholique est envisagée. C'est des gens qui avaient donc de l'argent. La maman, ils sont 5 dans l'histoire. Donc il y avait 3 adultes et 2 enfants. Donc tous les 5 ont sauté. Lorsque la gendarmerie a frappé à la porte, donc il n'y a pas eu de réponse, bien évidemment, etc. Lorsqu'ils sont ensuite revenus, parce que bien évidemment ils ont trouvé les corps en bas, malheureusement. Lorsqu'ils sont revenus ensuite dans l'appartement, ils se sont rendus compte que voilà, il n'y avait pas de traces de lutte. Donc sous-entendu, tout le monde a voulu le faire. Sous-entendu, bien évidemment, je pense que les enfants n'ont pas voulu sauter, mais un enfant de 8 ans ou même un enfant de 15 ans ne peut pas forcément lutter face à son père ou à sa mère. C'est horrible quand tu penses à ça. Il y avait un escabeau qui était sur le balcon de l'appartement, ok, et chacun a donc sauté l'un après l'autre. Voilà, d'après les témoignages. C'est pas tous en même temps. Donc tu vois le truc. Bon, bref. C'est pas facile, tu sais. Tu transposes vite à ta famille et tout. Et donc ils étaient 5. Il y avait papa, maman. Et il y avait la sœur jumelle de la maman. La sœur jumelle de la maman. Et les 2 enfants. Donc il y avait... ils ne sortaient jamais de la maison. Il y avait uniquement la sœur jumelle de la maman qui travaillait à l'extérieur du domicile. Ensuite, la mère de famille, elle était dentiste de profession. Et la petite fille de 8 ans, elle n'était pas inscrite officiellement au registre, au recensement, au contrôle des habitants, comme ils disent en Suisse. Donc, ce qui explique que la petite fille de 8 ans n'était pas scolarisée. Voilà. Donc, voilà. La maman et la petite fille n'étaient également pas censés vivre à Montreux. Voilà. Ils étaient soi-disant partis vivre au Maroc depuis 2016. Voilà, donc c'était vraiment une famille qui avait un peu pas laissé de traces, quoi. Ils étaient là sans être là, ils étaient un peu invisibles. Et l'adolescent de 15 ans, lui, il faisait l'école à domicile. Il était donc inscrit, je sais pas comment ça marche en Suisse, mais en France c'est ça, tu dois t'inscrire dans le registre là, de l'instruction en famille. Et puis, donc voilà, il était inscrit en tant que je fais école à domicile. Donc voilà, il y a plein de choses qui montraient que cette famille-là n'avait pas envie qu'on s'immisce dans leur vie. Ils n'avaient pas envie qu'on s'intéresse à eux. Ils voulaient vraiment vivre le plus reculé possible. Et ils étaient dans un appartement. Je le redis, c'est pas des survivalistes à l'américaine, dans une maison perdue, en pleine campagne, avec des bunkers anti-atomiques, anti-nucléaires, ou je ne sais pas quoi. C'est là, ils étaient dans un appartement, dans un immeuble, dans un quartier huppé. Et l'appartement, imaginez-vous un appartement rangé, c'est improbable. C'est improbable. Et voilà. Et donc, ça, c'est... voilà. Quel est votre avis là-dessus? Bon, bien évidemment, on va pas... C'est plus quel est votre avis sur... Parce que là, au début, Caro, elle disait il y a survivaliste et survivaliste. Bah, quel est votre avis sur le survivalisme en général, sur cette crise, cette pandémie là, du Covid qui a généré chez une certaine partie de la population mondiale une peur du lendemain. Donc, on va faire plus attention. On ne sait jamais si... Voilà, il y a des gens qui maintenant se disent « Ah, tu vois ce qu'on a vécu, Covid, là, confinement, machin, tout ça. On ne sait jamais, si ça se trouve, on pourra le revivre. On ne sait jamais, il pourrait y avoir une nouvelle guerre. On ne sait jamais, si ça se trouve, si... Et il y a des gens, ils construisent des bunkers maintenant. Il y a des gens, ils font des réserves de coquillettes. Je déconne, mais c'est le vrai. Il y a des gens, ils pensent que demain on va mourir. Il y a des gens, il y a des thèses du complot voilà, il y a les complotistes. C'est les complotistes qui alimentent ça, hein, parce que les complotistes, ils vont te dire que eux, ils te contrôlent, que tout est calculé, que tu vas voir que dans 6 mois, il va y avoir l'arme nucléaire qui va péter, tu vas voir que bientôt, on va nous apprendre que le Covid n'a jamais existé. Bon, on va pas parler de Covid, parce que là, il y en a qui vont s'énerver, mais bref, voilà. Quel est votre avis sur ça, sur les gens qui ont peur de la fin du monde, sur les gens qui vont croire à toutes les théories du complot possibles et inimaginables?
Et il y en a qui vont très très loin, comme cette famille-là, donc ils sont allés jusqu'à se suicider et à tuer leurs propres enfants. Voilà. Moi, évidemment, je suis choqué par tout ça. Je pense comme vous aussi. Moi, je fais partie des gens qui ne croient aucune théorie du complot, qui rigolent lorsque on m'envoie des trucs genre... vous m'envoyez des fois des trucs sur Insta, ils disent «Babou, regarde ça» et tout. Bon, voilà, moi, ça me fait mourir de rire. Quand il y a eu le Covid, les vaccins, etc., on m'envoyait des trucs, des fois, je dis «Mais arrêtez». Bon, c'est pas... Voilà. Enfin, bref. Moi, je me rappellerai toujours hein, d'une vidéo suite aux attentats du World Trade Center, là, en 2000... attends, je sais même plus la date. 11 septembre 2001, si je dis pas de bêtises, où il y avait une vidéo qui tournait, un peu comme le fameux documentaire Hold Up, quand il y a eu le Covid qui est sorti. Il y avait un documentaire comme ça, complotiste, qui disait il n'y a jamais eu d'attentat pour le 11 septembre. Ben Laden n'a jamais existé, Ben Laden n'a jamais voulu faire d'attentat, c'est les États-Unis qui ont pilonné leur tour. Et c'est les États-Unis qui ont pilonné le Pentagone, et donc tu avais des vidéos comme ça qui montraient que le World Trade Center, il y avait des petites bombes comme ça à chaque étage, des petites... voilà, des petits C4, voilà. Et que donc c'était les élites, hein, les élites qui nous contrôlent, qui avaient mis ces bombes-là, parce que les élites contrôlent bien évidemment les États-Unis, tu vois, et donc ensuite les États-Unis contrôlent le monde, c'est un peu la vision de certains gens. Et donc il y avait des bombes comme ça qui explosaient à chaque étage. Et donc tu voyais la tour, en fait, tu voyais l'avion qui avait percuté la tour du World Trade Center. Et puis en fait, tu voyais ensuite des bombes qui explosaient comme ça à chaque étage. Et donc la tour, elle tombait comme ça, tac, 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 tac. Et le documentaire, il disait, vous voyez, il y avait déjà des bombes qui étaient mises à l'intérieur. Et puis il disait, il n'y a jamais eu aucun avion qui a percuté le Pentagone, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était vraiment des trucs, mais hallucinants. Et moi, évidemment, j'ai jamais cru à tout ça. Hein. C'est vraiment, moi, ça me dépasse qu'on puisse toujours remettre en question... Enfin bon, bref. Et il se peut que des fois, ça amène à des situations comme cette famille-là. Et ça en est désolant. Mais heureusement que voilà. Il y a l'autre qui dit, c'est pas John Travolta qui a refusé que son fils soit transporté parce que ça rentrait pas dans les codes de sa secte. Bah après, oui, je sais pas si c'est Travolta, mais voilà, la scientologie, je sais pas si tu parles de la scientologie, mais je crois que c'est pas Travolta qui est dans la scientologie, je crois que c'est l'autre, là, Tom Cruise. Je crois que c'est Tom Cruise. Nicole Kidman aussi, elle y était peut-être à un moment donné, et puis elle a quitté. Nicole Kidman, d'ailleurs, c'est très rigolo, parce que je crois qu'elle a déjà été dans certaines sectes aux États-Unis. Je sais plus si c'est la scientologie ou autre. Et elle a fait une série sur Amazon Prime, dont j'ai oublié totalement le nom. Nine Strangers, ou un truc comme... Nine Strangers, je crois. Et où justement, elle joue le rôle d'une gourou. Elle joue le rôle d'une gourou de secte. Et c'est super rigolo, quoi, parce que tu te dis, la meuf, elle est complètement perchée, Nicole Kidman. Elle a refait la chirurgie esthétique, en veux-tu en voilà, elle ressemble à... je sais pas à quoi, mais c'est très particulier. Et elle joue le rôle de... d'une gourou de secte, quoi. Et elle est complètement perchée, complètement hallucinante. Elle est très bonne actrice, hein, faut dire ce qui est. Très dérangeante. Mais voilà, moi ça m'a toujours fait rire, ça. Ça a toujours existé, les sectes comme ça, nous dit Roulia, c'est clair que ça a toujours existé. Hein. Oui. Oui, ça a toujours existé. Il y a Caro qui dit, moi je trouve ça cool le survivalisme, comme hobby tu apprends plein de choses, il n'y a pas besoin d'être extrémiste, on a toujours besoin de savoir quoi faire si tu as une longue coupure de courant ou d'eau. En Finlande, c'est rien de spécial d'être préparé. Bah t'as raison Caro, c'est important de le souligner, t'as raison. Normalement, le survivalisme, t'as raison, Caro, c'est, voilà, qu'est-ce que je fais si j'ai pas d'électricité, si j'ai pas d'eau? Qu'est-ce que je fais si pendant un mois, j'ai pas le droit de sortir de chez moi parce que il y a un confinement, ou qu'il y a une guerre, ou X ou Y? T'as raison, Caro. On n'a pas forcément besoin d'avoir un bunker anti-atomique, mais effectivement, Caro, c'est vrai que là, nous les premiers, s'il y a une coupure d'eau, on va réussir à s'en sortir, parce que les coupures d'eau, on a déjà connu, nous, en tant que Réunionnais. Les coupures d'électricité, voilà, on peut s'en sortir, voilà. Mais c'est vrai que t'as raison, que après, être préparé à certaines petites choses, t'as raison, Caro, c'est très important. Et ensuite, ça amène des fois à des dérives comme ça, où on se coupe du monde,
et où on en arrive à tuer toute sa famille juste pour une idéologie comme ça, sectaire, apparemment religieuse, catholique, survivaliste, complotiste, tout était mélangé. Je pense que dans leur cerveau, il n'y a rien calé. Et voilà, et on en arrive à ça. J'en ai ma claque des complotistes, nous dit Tahiti Juste, ces gens me fatiguent qu'ils aillent vivre entre eux sur une île déserte. C'est clair. Il y a Lolita qui dit pardon, mais ce n'est pas que la faute des complotistes à mon avis. Si tu regardes les infos toute la journée, tu as l'angoisse et tu veux te tirer une balle. Les médias suscitent un climat de peur et d'angoisse permanent. Ben non, Lolita, moi je suis pas d'accord. Parce que perso, je regarde les informations pas toute la journée. Je regarde pas le JT tous les jours, mais je regarde le JT de midi 30 là sur France 3. Je le regarde aller peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine pour m'informer de ce qui se passe un peu dans le monde. Et moi, il n'y a rien qui m'affole. C'est-à-dire que là, Poutine, ça m'affole pas. Quand ils disent les carburants sont chers, ça m'affole pas, je vais pas faire de l'essence. Tu vois, Lolita? Quand ils disent pénurie de riz, pénurie de pâtes, pénurie d'huile de tournesol, les gens se ruent dans les magasins. Perso, ça m'affole pas et je vais pas aller me ruer dans les magasins. Ça va juste m'emmerder quand je vais vouloir acheter des pâtes et qu'il n'y en a plus. Et là, je me dis, les gens sont chiants, c'est tout. C'est pas la faute des médias, parce que les médias, ils disent bien, n'allez pas acheter des pâtes. Ils le disent, les médias. Ils le disent, ben voilà. Le fait est que le blé, il y a des soucis, la guerre, machin, patati couffin. Donc s'il y a un souci avec le blé, l'Ukraine et compagnie, eh ben effectivement, ça va répercuter sur les pâtes et sur la farine et coussa. Mais après, il y a toujours le contre-argument, là. Il y a toujours quelqu'un dans les JT qui disent « Alors après, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut aller acheter 10 kilos de pâtes. Ne faites pas ça, sinon c'est vous qui allez créer la pénurie. » Ça, ils le disent, tu vois. Mais après, il y a des gens qui s'affolent. Comme tu dis, Lolita, je pense qu'il y a des gens... Tu dis, Lolita, je pense qu'il y a des gens un peu fragiles qui regardent à fond les infos, peuvent en effet basculer dans une angoisse de vie. Effectivement, t'as raison. C'est pas la faute aux médias, c'est pas la faute... C'est la faute à l'individu même. Est-ce que toi, en tant qu'individu, t'es suffisamment compétent avec toi-même? Compétent avec toi-même, ça veut rien dire, mais voilà, est-ce que t'as suffisamment... Je sais pas. Gère l'information qui t'arrive. Et effectivement, t'as raison, Lolita, c'est une question de peut-être de fragilité, tu vois. Mais à un moment donné, tu peux aussi... Là je ne veux pas parler des gens fragiles, en dépression, en burn-out, etc. Mais ça n'a rien à voir. Là, je parle juste du fait qu'il y a des gens qui vont avoir une information qui leur arrive et ils vont la prendre au pied de la lettre. Les complotistes, c'est ça. Ils ont une information qui arrive, on leur dit, voilà, les World Trade Center, il n'y a jamais eu d'attentat. Ils vont dire, ah ouais, c'est vrai? Ouais, regarde ce documentaire. Ils regardent le documentaire et disent, ah ouais, c'est ouf ça. Voilà. Et ils vont... Moi, j'ai des potes à moi, ils croient tout ce qu'on leur dit. Hein. Tout ce qu'on leur dit, ils croient. Hein. Mais tout. Tout. Ils croient absolument à tout. Et moi, ça me rend malheureux, tu vois, parce que ils sont toujours dans une vie comme ça d'angoisse, de se dire, ouais, non mais attends, on sait jamais, il y a ça, enfin, tu vois. Voilà. Bref. Il y a Roulia qui dit, mais si c'est la fin du monde, moi je vois pas l'intérêt de survivre, perso je préfère mourir si c'est trop la merde. Donc j'ai pas peur de la fin du monde. C'est pas bête ce que tu dis, Roulia. T'as raison. Ouais. C'est pas bête ce que tu dis. Y a l'autre qui répond à Lolita qui dit, c'est clair, c'est pour ça qu'il faut se préserver le plus possible. Faut pas devenir ignorant, mais il faut s'informer comme il faut. Ouais, non, mais c'est ça, oui. Ouais. Il y a Tétu qui dit, non mais t'es pas au courant, Julien, c'est le gouvernement qui bloque les denrées alimentaires pour faire monter les prix. C'est déjà sorti ça comme complot, ça? Il faut savoir prendre du recul exactement, nous dit Fanny. Mais c'est ça, c'est à un moment donné, on peut pas accuser les gens qui envoient une information. Les gens qui envoient l'information, ils l'envoient. C'est aussi à toi, à un moment donné, de réceptionner l'info et de la trier. Tu la tries, tu prends du recul, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que moi je dois encaisser, pas encaisser, etc. Voilà. Voilà. C'est pas... Je continue à... Lolita, elle dit... c'est pas parce que toi... Enfin, c'est pas parce que moi, je m'affole pas que les autres ne le sont pas. On annonce que des mauvaises nouvelles dans les JT, je ne les invente pas. Ça génère un climat anxiogène. Et ben c'est faux, Lolita. Tu ne regardes pas les JT. Justement, c'est ça que je reproche souvent aux gens qui disent « Rien ne va dans le monde, c'est anxiogène » et tout ça. C'est faux. Regardez les informations vraiment.
Regardez le JT de TF1 à l'époque quand il y avait Jean-Pierre Pernaut. Il parle de la campagne, il parle des villages, il parle des églises, il parle de ci. Ils font des reportages au bord de la mer, le Mont-Saint-Michel, etc. Ils font dans les JT en ce moment, ils font quoi, 10 minutes sur Poutine? Ils font pas tout le JT sur Poutine. Ils parlent ensuite du reste. Ils parlent pas que de Poutine ou du Covid, ou pas du tout. C'est faux, c'est totalement faux. Dans les médias, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et là, je vous parle des JT de TF1, de France 2, voilà, les JT historiques. Il y a plein de choses dans les JT. Il y a plein de choses. Et même sur BFM TV, il n'y a pas que des mauvaises choses. À une époque de ma vie, je regardais BFM TV non-stop toute la journée, et ben je peux te dire que BFM TV, au pied de la Tour Eiffel, qui fait des visites de Paris, qui t'emmène sur les bateaux-mouches, qui t'emmène sur Paris-Plage, ou si ou qu'est-ce, ça sur BFM, tu le trouves toute la journée. Alors oui, quand il se passe quelque chose de mauvais dans le monde, là, BFM, ils en parlent que de ça. Mais c'est pas eux qui ont inventé l'information, c'est juste, il y a un attentat, et ben oui, 24 sur 24, BFM va parler de ça. Voilà. Mais c'est pas de leur faute. Il y a eu l'attentat. Tu vois ce que je veux dire? Mais ensuite, en période normale, même là, on peut dire qu'on n'est pas vraiment en période normale avec la guerre de Poutine, ils parlent pas de Poutine toute la journée, hein. Pas du tout, hein. Voilà. Quand il y avait le Covid, ils parlaient beaucoup de Covid. Mais là, maintenant, on en parle beaucoup moins. Voilà. Quand il y a les attentats, ils parlent beaucoup des attentats pendant 2 ou 3 jours. Mais après, ça passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout anxiogène, les JT. Regardez le JT de TF1 de 13h, il n'y a aucune mauvaise nouvelle dedans. Peut-être une. Des fois, je suis sûr que tu peux allumer le JT de TF1 à 13h et il parle même pas de Poutine. Je vous jure que c'est vrai. C'est les JT pour nos grands-mères. France 3, TF1, tout ça, il n'y a pas... C'est vraiment... Tu regardes le JT, tu visites la France des fois. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Donc, après, il faut savoir trier l'information. Voilà. Voilà. Et il y a Tequila qui dit, bah oui, mais alors que faut-il qu'il fasse, qu'il nous cache des trucs? Auquel cas, je rouspèterai qu'on me dise pas tout. Exactement, Tequila. Les JT, ils sont là pour ça, pour te dire les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Ensuite, c'est à toi de trier l'information. On est d'accord. Et donc, cette famille de survivalistes, ils sont allés trop loin. Évidemment, c'est choquant ce qu'ils ont fait. Ils ont tué leurs enfants à base de complots, de fin du monde, de sectes, machin. C'est n'importe quoi. Voilà. Il y a Cassandra qui dit, moi perso, ça m'a jamais angoissé, donc je comprends pas trop d'où vient cette vague d'angoisse. Je suis comme toi, Cassandra, je n'arrive pas à la comprendre. Voilà. Voilà. Il y a l'outre qui dit, c'est ce que j'allais dire, moi j'adore regarder les JT pour les documentaires sur les régions, je suis incollable sur la Bretagne. C'est ça, exactement. Et même, je persiste, hein, même sur les chaînes d'infos en continu. Hein. BFM, il y a souvent les complotistes qui disent... Les complotistes ou les gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, d'ailleurs, ils se rejoignent dedans. Souvent, ils disent BF merde ou CNews, ils disent... bref, voilà. Même ces chaînes-là, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dessus. Ou allumez France Info toute la journée, vous allez voyager, vous allez apprendre des choses, il y a des reportages scientifiques. Vraiment, j'aimerais qu'un jour, quelqu'un qui dise que BFM TV, c'est de la merde, j'aimerais lui dire, assieds-toi là, aujourd'hui, dans une période normale, sans attentat. Évidemment, s'il y a attentat, c'est pas pareil. Mets-toi devant BFM toute la journée, tu vas voir. Tu vas voir. Ça parle de plein de trucs. De plein de trucs. Voilà. Alors là, il y a les élections politiques, législatives, donc ça parle beaucoup de politique, mais cet été, allume BFM cet été, voilà, et ben tu vas pas, ça va pas te foutre une angoisse, pas du tout. C'est juste les gens qui critiquent. Je suis sûr que les gens qui critiquent n'ont jamais regardé BFM TV de leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je dis BFM parce que c'est la chaîne la plus critiquée. Moi, je regarde pas BFM, je regarde France Info. Parce que je suis un peu... j'aime bien le service public. Mais voilà. Il y a Fanny qui dit, l'humain ne retient que le mauvais, c'est naturel. De toute façon, bah, t'as raison, Fanny. Même pas forcément par rapport au JT, mais par exemple dans le travail et dans tout, effectivement, c'est toujours le négatif que les gens ont envie de mettre en avant. Je suis d'accord avec toi, alors qu'il y a aussi plein de positifs dans la vie. Et voilà. Et Cassandra qui dit, pourtant je suis hypersensible, mais je vis au jour le jour. Et ben voilà, Cassandra, c'est bien si t'es hypersensible et que t'es pas angoissé par la vie. Mais ça, c'est top. C'est franchement bien, ça. Mais oui. Et à l'inverse, moi, je suis peut-être, effectivement, Lolita, quelqu'un de pas trop sensible. T'as raison. On va fermer sur le survivalisme. Et je remercie Caro pour ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'était très intéressant. Effectivement, le survivalisme, tu peux apprendre plein de choses. Notamment comment t'en sortir, voilà. Hein.
On va parler de la Poste. Alors là, je vais vous apprendre un truc. Peut-être pas, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à la Poste? Levez la main. Levez la main dans le chat. Choquant, cette histoire. Il n'y a pas de suicide dans cette histoire, mais c'est des salariés de la Poste qui pensent au suicide. D'anciens salariés de la Poste manifestent pour le paiement de leur chômage. Ça, c'était le titre de l'article. Ok? D'anciens salariés de la Poste manifestent pour le paiement de leur chômage. Je vais travailler à la Poste le 1er juin, nous dit Cassandra. Bah écoute Cassandra, je vais peut-être t'apprendre un truc, ou peut-être que tu le sais déjà. Tu vas voir. Tu me diras si tu le savais. Alors, il y a Caro qui dit, moi j'aime bien le survivalisme, ça regroupe tellement de domaines de connaissances. Bah oui, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et il y a Taïtiju qui dit, attention, des fois BFM, il balance des idées, des fausses informations, notamment comme quoi la rentrée était décalée alors que ce n'était pas vrai, et après on s'est fait engueuler. Oui, après c'est aussi aux gens de vérifier l'information, c'est ça le problème, t'as raison. Des fois les journalistes ils vérifient pas, c'est pas que sur BFM, sur les réseaux sociaux c'est le pire, et souvent les complotistes ils relayent des informations via les réseaux sociaux. Les complotistes critiquent BFM alors qu'eux-mêmes, ils partagent des posts Facebook. Donc bon, ça c'est autre chose. Mais voilà. Mais t'as raison, Jules, il faut vérifier l'info des fois aussi. Si t'es pas sûr de toi, bon, la rentrée est décalée, bon, tiens, regardons France Info, regardons un autre JT, vérifions. Enfin bref, pour moi ça me paraît tellement évident. Il y a Lolita qui dit, j'ai des amis qui bossent à la Poste et je peux vous dire que oui, c'est l'horreur, le burn-out, à tout va. Vous me faites flipper, nous dit Cassandra. Alors, justement, écoute ça, Cassandra, et pour tous les gens qui vivent à la Poste. Donc, le groupe La Poste, j'ai appris ça, c'est un truc de fou, a son propre système d'assurance chômage. C'est-à-dire que les salariés de La Poste cotisent pour leur retraite, pour la sécu, comme vous et moi, ils cotisent pour le chômage, sauf qu'ils cotisent pour le chômage, mais que leur cotisation chômage ne va pas à Pôle emploi, qui devrait ensuite leur verser leurs allocations chômage. Non! L'allocation chômage, quand tu travailles à la Poste, ça va dans une caisse spéciale gérée par la Poste. La Poste a son propre système d'assurance chômage. Je ne savais pas que ça existait en France. Je savais qu'il y avait des métiers où il y a certains métiers qui ont leur propre système de retraite. Voilà, tout le monde le sait. Il y a par exemple les agriculteurs, ils ne sont pas à la sécurité sociale, ils sont à la MSA pour la santé. C'est la maison... bref, la sécurité sociale des agriculteurs. Les indépendants aussi, ils ont une sécurité sociale à part. Voilà, tout ça, je le savais. Il y a des gens qui cotisent à la retraite pour ça. Les fonctionnaires, ils vont pas cotiser à la retraite de la même façon qu'un salarié du privé. Mais je pensais que pour le chômage, on était tous logés à la même enseigne. Après, je dis ça, mais je sais même pas pour les fonctionnaires comment ça marche. Mais je crois que les fonctionnaires n'ont pas le droit au chômage dans le sens où ils peuvent pas se faire licencier. Tahiti, tu peux nous répondre là-dessus. Est-ce qu'un fonctionnaire peut se faire licencier? Oui, non. Et s'il se fait licencier, est-ce que du coup il va à Pôle emploi? Comme je pensais que tout le monde allait, mais en fait non. Ou est-ce qu'un fonctionnaire, pareil, il a son propre système d'assurance chômage? Je ne savais pas. Donc la Poste, a son propre système d'assurance chômage. Je trouve ça ultra choquant parce qu'on est sur une entreprise privée où certes l'État est actionnaire, mais c'est pas public la Poste, hein, c'est pas une entreprise publique, hein, c'est privé, hein. L'État a des actions à la Poste, comme l'État a des actions à Air France, comme l'État a des actions à EDF ou Orange, ou bref, l'État est actionnaire, mais c'est pas public, hein. Les gens qui travaillent à la Poste, c'est pas des fonctionnaires, hein, c'est privé. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi en France il n'y a pas une concurrence à la Poste. C'est pas très compliqué de mettre ça en place, hein. Il y a des petites boîtes jaunes pour la Poste, tu peux te dire pourquoi on pourrait pas mettre des petites boîtes bleues pour le concurrent, voilà. Et puis hop, tu as les boîtes aux lettres bleues ou les boîtes aux lettres jaunes, tu choisis. Si tu vas aller poster tes colis, tu vas soit à la Poste chez les jaunes ou chez les bleus. Je vois pas pourquoi il n'y a pas de concurrence à la Poste en France. Pour moi, ça me paraît pas si compliqué à mettre en place. Voilà, enfin, il faut quand même beaucoup d'argent, bien évidemment. Mais bon, bref. Et ils ont leur propre système d'assurance chômage. C'est donc, cette assurance chômage spécifique, c'est une auto-assurance chômage en fait. C'est-à-dire que tu cotises au sein de ton groupe qui t'emploie, et le groupe qui t'emploie et qui te licencie, c'est lui qui doit te verser ton chômage. Donc c'est improbable. C'est-à-dire que la Poste t'emploie, tu donnes des cotisations à la Poste qui va rester dans la Poste,
pour payer le chômage, mais cet argent, il est soi-disant utilisé là pour payer le chômage des futurs chômeurs, mais si ça se trouve, il l'utilise pour autre chose. C'est fort probable, parce que d'ailleurs, justement, ils ne payent pas le chômage, là. Là, il y a 1000 personnes qui ont porté plainte parce qu'ils ne sont toujours pas payés. Ils attendent leur chômage. Bon. Et ensuite, l'employeur qui t'a licencié, tu dois ensuite, toi, retourner le voir. Enfin, ça marche pas comme ça, parce que c'est un autre pôle. Tu vas pas voir ton patron d'agence postale, évidemment. Mais tu dois quand même continuer à avoir un lien avec la poste, parce que c'est la poste qui te paye ton chômage, alors qu'il t'a licencié. Donc, c'est-à-dire que si t'as licencié, ça c'est mal fini, hein, soit rupture conventionnelle, soit... Enfin bref, voilà, un licenciement, c'est... Voilà, bref. Mais c'est lui qui te paye. Là, c'est improbable. C'est improbable. Il y a Taituju qui dit « Je crois pas qu'on puisse se faire licencier », elle nous dit, pour les fonctionnaires. Alors, mon mari est à la poste, nous dit Camille. Il a été embauché avant 2007. Et je crois qu'il est fonctionnaire. Les nouveaux ne sont plus fonctionnaires, mais il reste toujours des fonctionnaires à la poste. Ouais, alors fonctionnaire à la poste, ça veut rien dire en fait. Si t'es fonctionnaire de l'État. Un prof est fonctionnaire, une infirmière qui travaille dans un hôpital public est fonctionnaire. Voilà. Je sais pas moi. Bref, tout le monde sait c'est qui les fonctionnaires, ceux qui travaillent dans les mairies, etc. Mais je crois pas que tu puisses être fonctionnaire de la Poste. Hein. C'est pas la Poste, c'est une entreprise privée, hein, tu vois. Voilà. Avant, oui, effectivement, t'as raison, Camille. Avant la Poste, il y avait ce statut, entre guillemets, de fonctionnaire, là. Avant, voilà. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà. La Poste licencie vraiment très très peu. Mon mari est cadre à la Poste. Il s'est fait frapper par un de ses agents et il n'a pas été licencié. Je pense qu'il faut en faire beaucoup pour être viré. C'est ce que Cassandra a dit aussi. Elle a dit c'est rare que tu te fasses virer de la Poste. Il y a Loutre qui dit bordel, je viens de percuter effectivement qu'il n'y a pas de concurrence à la Poste. Je m'étais jamais posé la question. Ah bah quoi, bah oui. C'est un des seuls trucs où il n'y a pas de concurrence en France. Avec la SNCF. Mais la SNCF, maintenant, va avoir des concurrents, là, depuis peu, là, c'est ouvert. Donc vous allez pouvoir prendre des trains italiens, des trains espagnols, vraiment. Parce qu'il y avait des trains espagnols qui roulaient en France, mais ils allaient jusqu'à Perpignan ou jusqu'à Montpellier, je crois, et après ils revenaient. Pareil pour les trains italiens ou pour les trains allemands. Mais maintenant, vous pourrez avoir des trains, voilà. Il y aura de la concurrence vraiment à la SNCF. Et je pense que ça va faire du bien, ça. Je pense que ça va faire du bien. Et à la Poste, il faut qu'il y ait une concurrence. Il faut qu'il y ait, en face d'une agence de la Poste, il faut qu'il y ait une agence du concurrent pour qu'ils arrêtent de nous saouler avec leur bureau qui ferme des fois à 16h50 au lieu de 17h affiché. Moi, je peux pas vous dire le nombre de fois où je suis allé à la Poste et où il y avait écrit « Aujourd'hui, fermeture exceptionnelle », quoi. Je vous jure. Dans plusieurs bureaux de poste. Enfin bon, bref. Alors. La Poste licencie vraiment très peu, donc ça c'est Camille qui l'a dit. Et donc, ces salariés là de la Poste, ils sont 1000 là à avoir porté plainte. Et en fait, ils ne perçoivent pas leur assurance chômage. Voilà. Donc ils sont allés dans le hall là de la Poste, au siège de la Poste, tous là. Et il y en a une, elle s'appelle Sonia. Elle a dit c'est pas possible d'attendre 7 mois son chômage. Ça fait 7 mois qu'elle a pas de revenus. Voilà, elle a été licenciée, ça fait 7 mois qu'elle a pas de revenus. T'imagines, tu passes d'un salaire, je sais pas, 1500 €, tu dois normalement... Tout le monde, normalement, on va à Pôle emploi, on fait son petit dossier, bon, il faut attendre 1 mois ou 2, des fois, tu as 2 mois sans revenus, hein, quand tu deviens chômeur, parce qu'il faut le temps que ton dossier remonte, qu'il calcule, machin, bon, t'attends 2 mois, mais là, 7 mois, ça fait 7 mois qu'elle a pas de revenus. Et donc, elle dit, après, vous pensez au suicide, parce que moi, j'ai mon crédit immobilier, j'ai plein de choses à payer, et j'ai aucun revenu. Et surtout qu'elle précise, ils ont cotisé au chômage, ces salariés de la Poste, ils cotisent au chômage pour une auto-assurance, c'est-à-dire que ça devrait être très rapide. C'est-à-dire que tu passes pas par Pôle emploi, tu passes par le groupe La Poste, donc ça devrait être très rapide. T'es licencié, le lendemain tu devrais avoir ton assurance chômage, parce que c'est le même groupe qui gère ça, tu vois. Et c'est affolant, moi je dis c'est affolant, je savais même pas que ça existait, et je trouve choquant qu'une entreprise puisse auto-gérer son système de chômage. Et donc là, la direction de la Poste a dit
qu'ils vont traiter les dossiers les plus urgents. Donc ça veut rien dire. Normalement, tu dois traiter tous les dossiers parce que tu dois verser le chômage à tes salariés. C'est comme ça. C'est un droit, c'est un dû. C'est pas, ok, on va privilégier Germaine parce qu'elle a des enfants. Non, tu le donnes à tout le monde. Tu vois, la situation devrait avancer pour tout le monde très rapidement et ça ne devrait pas prendre autant de temps, tu vois. Et surtout, ce que demandent donc les salariés de la Poste, c'est que l'assurance chômage soit prise en charge par Pôle emploi. Et moi, ça me fait donc halluciner qu'il y ait des gens... Pôle emploi, c'est un truc qui est critiqué par plein de gens, tu vois. Et là, on a des salariés de la Poste qui sont face à un système encore pire que Pôle emploi, t'imagines? Et donc, ça m'a fait, entre guillemets, rigoler, parce que, en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours pire ailleurs, quoi. Et là, j'ai appris quelque chose en me disant, mais la Poste gère son chômage. C'est dans quel monde on vit? Et les anciens salariés de la Poste, pendant 7 mois, ils attendent leur truc, ils ont pas. Et ils demandent à ce que ça soit Pôle emploi qui les gère. Merci Sabrina pour l'abonnement. Merci le coup, merci. 10e mois d'abonnement, merci Sabrina. Merci à toi. Et la Poste assure ensuite, suite à ce scandale, que les dossiers complets de tous les chômeurs sont généralement pris en charge en 10 jours. Donc sous-entendu, les 1000 personnes qui attendent leur chômage n'avaient pas un dossier complet. C'est sous-entendu ce que la Poste dit. Donc c'est très choquant. Voilà. Et donc l'avocate de tous ces gens-là a évidemment déposé auprès du ministère de l'économie, a réclamé la suppression totale de ce système d'auto-assurance chômage de la Poste, qui est, pour moi, qui est révoltant. Ça ne devrait pas exister. On devrait tous être logés à la même enseigne. On cotise tous à Pôle emploi, point barre. Hein. C'est pas Germain qui va employer, licencier et en plus donner le chômage. N'importe quoi. Ça craint, c'est n'importe quoi, comme tu le dis. Donc voilà. Affaire à suivre. Je pense que les gens, ces salariés de la Poste, se sont fait entendre. J'espère pour eux. Mais c'est sûr qu'ils se sont fait entendre parce que quand tu passes un coup de gueule comme ça, et que tu parles de suicide et qu'à un moment donné, tu vas... Voilà, ça avance. Mais bon, voilà. Donc, c'est ça. Il y a l'autre qui dit, c'est fou la pauvre à Pôle emploi, j'ai attendu 1 mois avant la première inscription. Voilà, c'est ça. Pôle emploi, faut le savoir, hein, c'est plus ou moins 1 mois, 2 mois. 2 mois avant de toucher votre chômage. Si vous êtes nouvel inscrit, si c'est un renouvellement, c'est très rapide. Hein. Ça se fait dans la continuité. Il y a Tequila qui dit « Ah merde, je croyais que c'était propre à la Corse, les bureaux de poste qui fermaient exceptionnellement. » Une fois, ils ont fermé en Corse parce qu'ils étaient en panne de climatisation. C'est un sketch. La poste est ouverte de 9h51 à 11h31 et de 15h20 à 16h36. Non mais c'est ça. Après, les gens qui travaillent à la Poste, comme Camille, voilà, son mec travaille à la Poste, je pense que ça la fait pas rire. Mais Camille, c'est la vérité. La Poste, c'est un sketch. C'est l'entreprise en France où tu peux faire le plus de sketch possible, la Poste. Voilà. Elle nous dit, Camille, il n'y a pas de concurrence à la Poste parce que sur le côté courrier, ce n'est pas du tout rentable. Il n'y a quasiment plus de lettres de particuliers. Depuis le Covid, énormément d'entreprises ont dématérialisé les communications. Ça, c'est pas faux, t'as raison. C'est pour ça que la Poste se diversifie dans les livraisons fruits et légumes, suivi de personnes âgées, livraison de médicaments, etc. T'as raison, c'est vrai. C'est vrai que le courrier en lui-même n'est plus rentable, mais je pense quand même qu'il pourrait y avoir une concurrence à la Poste. Alors peut-être pas pour le courrier, Camille, mais pour les services que propose la Poste, notamment en termes de colis, voilà. C'est vrai qu'il y a Mondial Relais, etc. Tout le monde connaît avec Vinted, etc. Mais une mamie, ou même moi, si je veux aller déposer un colis en colissimo pour l'envoyer à La Réunion, pour l'envoyer à un pote, etc. Alors oui, je peux le faire via Mondial Relais, c'est possible. Tout le monde peut envoyer via Mondial Relais à ses potes, etc. Mais c'est un peu plus galère, voilà. Il faut imprimer. Et c'est vrai que tout le monde va à la Poste pour... voilà, tout le monde va à la Poste pour le chronopost. Les étudiants qui ont besoin d'envoyer un mémoire ou quelque chose en express, un dossier de candidature dans telle ou telle fac, le nombre d'étudiants qui ont gaspillé 7, 8, 12, 15 euros pour envoyer un chrono express 24 heures à l'université d'Angers parce que c'est ci ou ça, voilà, c'est hors de prix. Et bien évidemment, voilà, il faudrait des agences concurrence à la Poste pour que la Poste comprenne qu'à un moment donné, le service client, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être remettre un peu au goût du jour à la Poste. Voilà. Parce que certes, le courrier ne rapporte plus au niveau des lettres, nous dit Lolita, je suis d'accord, mais les colis,
Ça a explosé, Lolita le dit, je suis d'accord, ça a explosé. Et en tant que particulier, quand tu veux envoyer un colis, eh ben, t'as que la poste. Bon, t'as aussi Mondial Relais, mais il faut s'y connaître un peu. Déjà, il faut créer un compte, enfin, c'est chiant, voilà. Alors que si t'as une agence qui vient, tu vas avec ton colis, tu dis, je veux poster ça, ok, tac, 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 tu remplis ton étiquette à la main, comme à la poste, et tu vas pas à la poste, tu vas chez la concurrence, avec des gens qui peut-être sont un peu plus gentils, et ne ferment pas 10 minutes plus tôt, ou parce que la clim marche pas. Voilà. Voilà, je me moque de mon mari, je vous rassure, nous dit Camille. Ah, bah ça fait plaisir, merci Camille. Le mari de Camille travaille à la poste, il est cadre à la poste. On embrasse les cadres de la poste. Voilà. Il y a l'autre qui dit « Aucun problème lorsque tu fais bien ton dossier, que tu es assidu, aucun problème. » Oui, bah après, oui, bon, voilà. C'est hors de prix, nous dit l'outre, quand tu dois envoyer un colis ou un chrono express. Mais c'est clair, moi maintenant je vais à la poste, j'ai envie des fois je vais à la poste pour envoyer des colis, La femme elle me dit, elle me regarde comme ça, elle me dit vous pouvez aller sur l'automate s'il vous plaît. Et alors moi je lui dis non, je lui ai dit non madame, aller sur l'automate ça m'énerve parce que il faut tout taper l'adresse comme ça à la main. Ça me prend plus de temps. J'aimerais juste que vous me donniez la petite feuille, comme ça je le fais avec un stylo. Ça ira beaucoup plus vite et puis vous pourrez la coller sur le colis. Et puis et puis voilà, et puis moi ça me fait gagner du temps, parce que l'automate, je suis désolé, hein, l'automate pour imprimer un timbre à la poste c'est très bien, mais quand tu dois taper l'adresse comme ça, elle me dit « Ah mais monsieur, vous savez, pour pas avoir à taper l'adresse, parce qu'il faut taper l'adresse du destinataire et l'adresse de l'expéditeur, pour ne pas avoir à taper l'adresse, ce que vous pouvez faire, c'est chez vous, vous anticipez, vous le faites sur votre ordinateur. » Je dis « Oui, d'accord, ben là j'ai pas anticipé, donc je suis là. J'aimerais un stylo, guichet, tu pèses, tu me fais payer, voilà. » Elle avait pas envie de me le faire, tu vois. Donc ça m'a énervé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti. J'ai pas posté mon colis. Et elle m'a aussi dit que je peux créer un compte client sur la poste pour que mon adresse d'expéditeur soit enregistrée. Donc comme ça, j'aurais juste à taper l'adresse du destinataire, comme ça, avec mes petits doigts bien gras, parce que j'ai mis de la crème et de l'huile de coco, tu vois. Non, moi je veux un stylo. Un stylo, tu colles l'étiquette, ça se fait en 1 minute, je m'en vais. L'automate, ça me prend 3 plombes. Sans déconner, c'est chiant l'automate. L'automate, je le fais juste pour un timbre. Vous voulez envoyer ça où à La Réunion? Oui, en cher ou en pas cher? En pas cher. Ok, 2,25 €. Voilà. Top, l'étiquette, elle sort. Je colle mon étiquette sur ma lettre. Je paye, je m'en vais. Je parle à personne. Mais pour les colis, je veux que toi, tu me prennes mon colis. C'est chiant ton automate, là. Non. J'imagine ma grand-mère devoir taper l'adresse de Papy Jean-Paul. Alors, 94 500. J'ai fait une erreur, comment je corrige? C'est la flèche qui va vers l'arrière, madame. Non, moi, ça m'emmerde, donc ça va emmerder ma grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez avec votre automate. L'automate, c'est pour les timbres. C'est pas pour les colis. Ok? Merci. Et on embrasse la poste. Voilà. Tu n'es pas obligé d'aller à la poste, nous dit Camille, pour ton colis. Tu le mets dans ta boîte aux lettres en mettant l'adresse sur Internet. Oui, Camille, sauf que nous, on veut pas que notre adresse, elle apparaisse sur les colis. Je l'ai déjà fait, Camille, ça marche pas. Parce que nous, on vous envoie des choses à vous, des fois. Voilà. Donc, tu vois, moi, j'ai pas envie que mon adresse personnelle, elle apparaisse sur mon colis. Tu vois? Donc, si je veux faire la remise en boîte aux lettres au nom de mon entreprise, il faut que j'aille la déposer dans la boîte aux lettres de mon entreprise, qui se situe pas chez moi. Donc non, ça me va pas. Mais t'as raison Camille, on peut aussi envoyer depuis sa boîte aux lettres. Et ça, c'est un service très utile à beaucoup de gens. Pas à nous, mais c'est très utile à beaucoup de gens. T'as raison Camille. Le colis en boîte aux lettres, c'est vraiment bien. Mais ça marche pas quand tu veux que l'adresse expéditeur soit différente de ton adresse de domicile. Voilà. Ça marche pas. Bon, je vais vous laisser. On n'a du coup pas parlé des manifestations. On le fera jeudi prochain. Voilà, on le fera jeudi prochain, on ouvrira là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de manifestations en France? Et on reviendra et on fera le distinguo entre les manifestations historiques du 1er mai, tu vois, par exemple, où voilà, les syndicats, mouvements sociaux, on se bat pour tout ça, et les manifestations qui défendent des causes, des idéologies, voilà, les manifestations, je sais pas moi,
climat, LGBT, voilà, vegan, et j'en passe. Et puis après, il y a une troisième type de manifestation, c'est les manifestations, entre guillemets, plus privées, les manifestations de la SNCF, ou la manifestation des profs, ou les manifestations des, je sais pas moi, des éboueurs, voilà, les grèves, enfin tous ces machins-là. Donc on va parler vraiment de tout ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop ? On va revenir sur les policiers, enfin le pompier qui a été agressé lors de la manifestation du 1er mai. On va parler de tout ça, et je compte évidemment sur vous tous pour être là jeudi prochain à 10h, parce qu'on va parler de ça, ça va être très intéressant. On va faire une grosse partie du live là-dessus. Lolita, j'espère que tu seras là, parce qu'à mon avis, on sera peut-être pas du même avis. On verra. Voilà. Donc ça sera jeudi prochain, et je continue quand même vite fait de vous lire sur le chat, parce que je suis en retard. Il y a Axubu qui dit « Je vous jure que ma poste, elle a aussi fermé une fois parce qu'il faisait trop chaud. J'ai halluciné. » Oh my god. Il y a Tequila qui dit « J'ai envoyé hier quelque chose à 8,10€ avec ma propre boîte. Sinon, c'était 13€ et quelques à la poste. » Oui, 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 oui. Il y a Roulia qui dit, par rapport à l'anecdote que je vous ai racontée à la poste, elle a pris 5 minutes à t'expliquer comment faire pour ne pas qu'elle bosse, alors qu'elle avait juste à te donner un papier. Exactement, Roulia, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé pendant 1 minute, elle me donnait le papier, je remplissais le papier, je lui donnais, elle collait, je payais, je partais, c'était fait, c'était plus rapide. Et je me serais pas énervé, et elle se serait pas énervée. Voilà. Il y a Lolita qui dit « J'avoue, dans les agences, c'est compliqué, on se pose beaucoup de questions. Mais c'est à différencier avec les facteurs qui, eux, ne chôment pas, je peux vous le dire. » Je suis d'accord, Lolita. La Poste, il y a deux pôles. Les mecs en agence qui, franchement, ils sont... bon, bref. Et les facteurs, ils sont gentils, souriants. Et que ça soit à la campagne ou à la ville, ils taffent, mais même s'ils taffent et qu'ils sont à fond, ils te font un petit coucou. Enfin, bref, voilà. Donc, je suis d'accord, Lolita, il faut bien différencier les agents postaux en agence et les facteurs, ça n'a rien à voir. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il y a plein d'agents pour expliquer comment marche l'automate au lieu directement de prendre ton colis au guichet. Mais c'est clair, Lolita, l'automate, ça va pas du tout. À croire que les mecs, ils sont commissionnés à chaque fois qu'il y a un client qui va utiliser l'automate, tu vois. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. C'est fou. Honnêtement, j'étais pas trop emballé aujourd'hui par les sujets choquants. Mais très bonne surprise, tu sais super bien gérer les lives, Julien. Ah bah merci beaucoup, Loutre. Ah, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir. Et ce qui est drôle quand je vous lis, c'est que des fois je vous lis comme ça, et je sais pas où ça va me mener. Je sais pas, ça va être quoi la fin du commentaire. Et bah merci beaucoup. Tu sais super bien gérer les lives. Et bah écoute, ça fait plaisir. Et je vais gérer ce live encore mieux en vous disant que c'est fini, qu'on s'arrête là. Bah, merci beaucoup. Effectivement, il y a des sujets un peu choquants, t'as raison. Mais voilà, mais des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien de... Enfin, c'est pas bien de sujets choquants, mais c'est varié, ça amène de la variété. Voilà. Ok. Bon, voilà. Il y a Télétuju qui dit « Oh là là, attention, il y a des facteurs aussi qui sont très mauvais. » Qui mettent ça dans la mauvaise boîte aux lettres. Ouais, mais si c'est dans la mauvaise boîte aux lettres, c'est pas gênant, Télétuju, parce que normalement, ton voisin, il doit venir t'apporter ton courrier. C'est comme ça que ça marche dans une société civilisée. J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, le facteur s'est trompé, l'erreur est humaine. Voilà. Et ceux qui mettent des avis de passage alors qu'on est là, ça, c'est vrai que c'est un peu plus chiant. Je suis d'accord avec toi, Tahiti. Mais peut-être que ta sonnette ne marchait pas, Tahiti. Peut-être. C'est pas... Bon, ciao à tous. Et j'en profite vite fait pour dire à Tequila, à Fanny Oli, par exemple, je vois que vous avez la petite couronne bleue d'Amazon Prime. J'ai vu passer encore d'autres personnes comme ceci. Réabonnez-vous, c'est gratuit pour vous, vous avez juste à cliquer sur s'abonner gratuitement. Et là, il y a Tequila, Fagnoni, faites-le, comme ça vous aurez la petite étoile violette qui apparaîtra à côté de votre petite couronne bleue. Et nous, ça nous rapportera un petit peu d'argent. Hein. Merci à tous ceux qui se sont réabonnés aujourd'hui. Les abonnements nous aident énormément. Il y a aussi les publicités qui nous aident énormément, les petits visionnages de pubs comme ça. Ah, oh, Tequila, tu t'es abonné à une autre chaîne. Oh, ben c'est pas grave. Le mois prochain, Tequila, tu t'abonneras peut-être à nous. Hein, si tu nous aimes bien. Tu fais un mois chacun. Et Fagnoli, n'hésite pas effectivement à le refaire. Et donc, voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous lance une petite publicité pendant 1 minute. Elle va peut-être se lancer là tout de suite maintenant. Prenez soin de vous. Très bonne fin de semaine, très bon week-end. Moi, je vous dis donc à mardi. Ah, c'est long entre le jeudi et mardi, c'est long. À mardi, on va parler argent.
Prenez soin de vous. Bon appétit, bonne fin de semaine. Et merci à tous. Ciao.